Du coup, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance formation CO2 dans le thème de la mobilité. Donc, on est dans un cycle de conférences qui s'appelle « Comprendre son empreinte carbone ». On est actuellement donc, sur la 3e séance. La première étant vraiment générale sur qu'est-ce qui compose l'empreinte carbone de tout un chacun. La deuxième qui était sur l'alimentation et aujourd'hui sur la mobilité. Je me présente du coup, je m'appelle Mathieu Véritaire. Je travaille donc au SIE, donc c'est le service intercommunal des énergies. Donc c'est le gestionnaire de réseau de distribution qui distribue l'énergie dans l'ouest, 4 communes de l'ouest lausannois que sont Chavannes, Crissier, Renan et Cublan, et qui propose par ailleurs donc des prestations dans le domaine de l'énergie pour produire de l'énergie ou distribuer de l'énergie. J'aurai le plaisir d'introduire également Madame Patricia Zurcher, qui est donc municipale en charge de la gestion urbaine et du développement durable à Renan, que j'accueille du coup ici pour venir se présenter. Et je vous souhaite une bonne session. Merci. Mesdames et messieurs, chères habitantes et chers habitants de l'Ouest lausannois, cher public qui nous suit à distance, je vous souhaite la bienvenue au nom de la municipalité de Renan qui a l'honneur de vous accueillir ce soir ici. Lors de cette 3e soirée du cycle de conférences proposée par les communes de Chavannes, Crissier, Écublon et Renan, nous allons parler mobilité. Et qui dit mobilité douce, mobilité active, mais aussi voitures et places de parc, un sujet hautement sensible, on le sait, en ville comme en campagne. En effet, en plus de permettre le déplacement d'une ou plusieurs personnes d'un point A à un point B, la voiture symbolise, depuis qu'elle existe, la liberté de se déplacer où l'on veut, quand on veut et comme on veut, mais pas seulement. Elle est aussi souvent perçue comme un signe extérieur de richesse et de réussite professionnelle. Étant donné les prix vertigineux que peuvent atteindre certains modèles, il lui arrive même d'être perçu comme un symbole de virilité. C'est dire si son statut et l'interrogation de ce statut par une partie grandissante de la population peuvent toucher des points sensibles. De nos jours, il est toutefois indispensable de repenser ce mode de déplacement qui est à l'origine d'une part importante des émissions de CO2. Car même si une partie des pendulaires n'a pas la possibilité de se rendre autrement à son lieu de travail, trop excentré ou trop mal desservi, la desserte en transport public s'étend, s'affine et s'améliore de jour en jour dans notre pays. Renan aussi vit depuis quelque temps déjà, et pour quelques années encore, une phase de travaux majeurs destinée à améliorer l'offre en transport public dans l'Ouest lausannois. Sa gare fraîchement rénovée est d'importance cantonale, les travaux du futur tram, ceux du BHNS, et les innombrables lignes de bus qui sillonnent déjà notre région et relient nos communes ne peuvent que nous inciter à sauter le pas vers une mobilité plus durable que celle qui a régné sur nos vies et dans nos villes durant les décennies passées, en y prenant une place qu'il a fallu retirer à d'autres usages pourtant nécessaires à une bonne qualité de vie. Comme pour les autres thèmes traités dans le cadre de ce cycle de conférences, le transfert vers d'autres modes de déplacement pour celles et ceux qui le peuvent nécessite un changement d'habitude. Et on le sait, les habitudes ont la peau dure. Il faut parfois un petit coup de pouce, un encouragement ou une situation extérieure qui modifie suffisamment les paramètres pour que l'on accepte enfin de les remettre en question. Cette situation, ou devrais-je dire ces situations, se précisent de jour en jour. Et les nuages noirs qui s'accumulent au-dessus de nos têtes depuis quelque temps déjà présentent les deux faces bien connues de la médaille. À la fois crise et opportunité, ils devraient nous aider à nous mettre en marche, ou plutôt à nous mettre en route, mais autrement. Je m'arrête là pour céder la place à ce qui nous rassemble ce soir et qui va certainement susciter bon nombre de questions et de réflexions de chacune et chacun d'entre vous. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Zurcher. Très belle introduction pour ce vaste sujet qu'est la mobilité.
Aujourd'hui, l'idée est de justement comprendre les impacts qui sont inhérents à la mobilité. J'arrive juste pas à passer au slide suivant, malheureusement. Voilà. Je précise quelques règles, si on veut, pour les personnes qui nous suivent en ligne, puisqu'elles sont nombreuses. Il y a la possibilité, pendant la présentation, de répondre aux divers sondages que je vais faire. Donc, je vous poserai quelques questions sous forme de quiz. Vous ne serez pas noté, pas de souci. Vous pouvez donc y répondre via l'onglet « Sondage ». Vous pouvez également poser vos questions, car il y a l'onglet « Questions » si quelque chose n'était pas clair ou si vous souhaitez une précision. Et puis, pour toute demande technique, il y a également l'onglet « Chat », sauf si les deux ont été réunis ensemble par mon collègue Fabien Millet, qui donc s'occupe de la technique. A priori, il n'y aura pas de possibilité d'ouvrir les micros, sinon il y aurait trop de risques que ça fasse des interférences, mais n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Donc, juste pour recontextualiser, je l'ai fait très, très brièvement au début, mais je me permets de le refaire. Donc, ces cycles de conférences, c'est né d'une volonté commune des 4 communes, des différents délégués et délégués à l'énergie, d'avoir un cursus, si on veut, sur les différents thèmes qui composent majoritairement notre empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, c'est vraiment la manière dont on mesure notre impact en tonnes de CO2 équivalent ou kilogrammes de CO2 équivalent, et qui généralement peut se subdiviser dans ces différents thèmes. Bien entendu, ce n'est pas forcément exhaustif, il y aura encore d'autres parties et on pourrait allonger ce cours, mais voilà, on est ici sur les thèmes qui sont quand même principaux, on le verra, et on verra justement dans la mobilité quels sont les plus gros impacts et aussi quelles sont nos alternatives intéressantes pour réduire cet impact. Donc, on va avoir un petit quiz, comme je disais, il y aura quelques questions aussi qui seront réparties dans les différents thèmes. Le contexte de l'impact carbone de la mobilité en Suisse et à l'échelle d'un ou d'une Suisse, ainsi que l'impact environnemental, puisqu'on ne va pas uniquement parler de CO2, ce sera une petite exception pour cette présentation. On aura quelques chiffres clés sur différents types de véhicules. Je sais que dans la salle, il y a en tout cas une personne qui s'y connaît très bien sur certains véhicules, donc si jamais il y a des compléments à apporter, ne pas hésiter. Il y a un micro qui permet aussi d'être entendu en ligne. On va aussi parler des avantages, inconvénients, des alternatives. Et puis, on va mettre en avant certaines initiatives locales pour justement mettre en valeur et puis que vous sachiez finalement qu'est-ce qui se développe dans ces 4 communes de l'Ouest lausannois. Et enfin, 2 questions-réponses. Donc, première question de quiz qui permet un peu de prendre la température et de parfois se reposer quelques questions. Ici, en moyenne, quelle est la distance parcourue pour les trajets pendulaires en Suisse? Donc, pendulaire, c'est travail-maison, ou plutôt maison-travail. D'après vous, est-ce qu'en moyenne en Suisse, pour faire le trajet maison-travail, on met plutôt 13,6, 15,9, 22,4 ou 29,1? Donc, en ligne, vous pouvez normalement bientôt répondre au sondage. On va peut-être faire ici à main levée, qui pense que c'est 13,6 km en moyenne pour aller jusqu'à votre travail. Qui pense que c'est 15,9. Ouais. 22,4. OK. Et 29,1. Plus grand monde. Donc, il y a beaucoup de gens sur 22,4. En ligne, on voit que c'est aussi la majorité des réponses, 22,4. Et puis ensuite, 13,6. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Oh, le suspense. 13,6. Donc, en fait, la distance moyenne qui sépare son domicile à son lieu de travail, sur les statistiques de l'OFS, c'est 13,6. C'est moins que ce qu'on pourrait croire. Et c'est d'autant plus intéressant puisqu'on verra que la majorité de ces parcours sont faits en voiture, alors qu'on est sur une distance qui potentiellement est réalisable dans d'autres moyens de transport. Ensuite, deuxième question qui est plus sur l'ordre de grandeur, maintenant qu'on parle évidemment du coup d'impact carbone. D'après vous, quel est l'impact carbone d'un aller-retour entre Genève et New York? Donc, je parle bien de l'aller-retour. Alors, on va faire de nouveau à main levée. Qui pense que c'est environ 1 tonne de CO2 équivalent? Donc, personne. Qui pense que c'est 2 tonnes de CO2 équivalent? D'accord. Qui pense que c'est 4 tonnes de CO2 équivalent? D'accord. Qui pense que c'est 0,5 tonnes de CO2 équivalent? Personne ici. Donc, la majorité, c'était sur 4. En ligne, on a alors d'abord 2 tonnes de CO2 et puis 4 tonnes de CO2. Donc, la réponse, alors, comme dans tout bilan carbone, ça dépend évidemment de ce qu'on a pris en compte. Dans les chiffres, c'est plutôt 2 tonnes de CO2 équivalent. Si on prend juste vraiment la partie avion, donc pas le moyen d'aller jusqu'à l'aéroport et peut-être ensuite arriver sur place où est-ce qu'on se déplace,
2 tonnes de CO2 équivalent. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première présentation, il faut savoir que le budget moyen d'un ou d'une Suisse actuellement, c'est 14 tonnes de CO2 par an. C'est ce qu'on émet par nos activités, notre mode de vie. Et ce qu'on devrait atteindre, si on veut suivre les recommandations du GIEC, qui est le groupement international des experts du climat, on devrait être à 1 tonne ou 1 tonne et demie. Donc, si on regarde les ordres de grandeur, avec un aller-retour à Genève-New York, on aurait déjà dépassé notre budget carbone annuel. Donc, c'est assez intéressant à garder en tête. Et on verra aussi pourquoi, finalement, l'avion émet autant. Et du coup, à quel point c'est un des plus grands gestes qu'on peut faire, c'est limiter l'avion. Je vous spoil déjà sur le reste de la présentation. C'est déjà un des plus gros gestes qu'on peut faire, c'est limiter, tant que faire se peut, les trajets en avion. Donc, on va prendre un peu le contexte suisse sur justement les habitudes de transport. Donc, il faut savoir qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc là, c'est les statistiques à nouveau de l'OFS, ou là, c'est l'OFEV, donc l'Office fédéral de l'environnement, en 2017. Donc, si on prend tout un peu les secteurs qui existent, c'est un tiers des émissions qui vient des transports. Donc, c'est non négligeable. Et puis, pour avoir 2-3 petites chiffres clés en tête, donc on est environ 8 millions d'habitants en Suisse. On compte environ 4,3 millions de voitures. Donc, ça, c'était les chiffres de 2013. C'est assez impressionnant. Et il y a 400 000 véhicules de transport de marchandises, 700 000 motos et scooters, 3 000 locomotives et 3 600 avions. Donc là, aujourd'hui, en parlant de transport, on s'attaque quand même à un des gros chapitres des émissions générées en Suisse. Pour aller un peu plus loin, si on regarde justement dans ces émissions qui sont sur le transport, j'ai exclu ici, puisque dans les statistiques, il excluait l'aviation. Il faut savoir qu'il y a 73% des émissions qui composent du coup les transports qui sont issues des voitures de tourisme. Donc, ces voitures de tourisme, c'est un autre mot pour les voitures standards qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas des taxis ou des voitures qu'on loue. C'est vraiment notre voiture de tous les jours. Et puis ensuite viennent les voitures, les camions à 12%, voitures de livraison 8%, et puis les bus 3%, et après le reste en beaucoup plus petit. Donc on voit que dans les ordres de grandeur, dans la majorité de ce qui compose les émissions suisses pour le transport, c'est surtout les voitures. Et un autre chiffre intéressant que je voulais ressortir, c'est qu'on peut voir qu'il y a une différence entre les émissions de gaz à effet de serre des voitures et du chauffage. Donc, on parle beaucoup de chauffage, et à juste titre, comme un grand émetteur de gaz à effet de serre. Mais on peut voir que depuis 1990, il y a une baisse. Donc, ça, c'est en millions de tonnes de CO2 équivalent. Alors que pour les voitures, on est sur une stagnation. Donc, on n'arrive pas à faire baisser les émissions issues des voitures. Soit parce qu'on a de plus en plus de voitures, soit parce qu'elles sont de plus en plus lourdes, et donc même si on a moins, elles vont émettre tout autant, voire plus. Donc on a un poil attention ici, puisqu'effectivement, petit à petit, on arrive à faire des mesures sur le chauffage, mais sur les voitures, on n'a pas encore trouvé des vraies bonnes solutions à en regarder les chiffres. Encore 2-3 autres chiffres de contexte général. Donc, selon l'OFS, ici toujours, la mobilité annuelle par personne en Suisse et à l'étranger, donc d'une personne qui habite en Suisse mais qui voyage après pendant ses vacances ou autre, c'est 24 849 km. Donc en moyenne, on dit qu'une personne qui habite en Suisse va parcourir 24 849 km, dont 8 986 km en avion. Donc évidemment, ça ne représente pas tout le monde, c'est une moyenne. Et puis le reste, si on veut, 13 754 km effectués en Suisse. Et le reste, ça peut être si on voyage en prenant le train, en allant dans les pays avoisinants, ou tout ce qui ne serait pas avion ou en Suisse. Sur notre mobilité, donc on peut repérer qu'une grosse partie des kilomètres qu'on effectue sont sur la mobilité au quotidien. Et sur ça, on a forcément le choix du véhicule qu'on prend. Et sur la plus grande part de notre impact, ça va surtout être dû à l'avion, qui n'est pas la plus grande partie de notre mobilité. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut très vite péjorer son bilan pour des déplacements qui ne représentent pas du tout la majorité de nos déplacements. Et là où je veux en venir
de facto, c'est que c'est un geste qui peut être au final assez simple à prendre si on veut réduire son impact. Évidemment, ça va être bien de réduire son usage de la voiture. Peut-être que pour certains, ce sera très difficile parce qu'ils ont une obligation, ils habitent très loin, ils sont peu accessibles en transport en commun. Pour autant, l'avion, c'est généralement un choix plutôt de loisir, hein. Et ça, en fait, c'est ça qui va péjorer énormément notre impact environnemental. Et celui-ci, on peut vraiment avoir un outil de décision en voyant ces chiffres. Aussi intéressant, c'est qu'en moyenne, on passe 20% de notre temps libre dans les transports. Donc, en tout temps, je ne parle pas juste de la mobilité quand on va du travail à la maison et vice-versa. C'est dans tous nos déplacements annuels, on passe 20% de notre temps libre dans les transports. C'est important d'avoir ce chiffre-là en tête parce que c'est un temps non négligeable quand même. Donc, on peut se dire on passe 20% de notre temps libre dans les transports. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps-là. Et peut-être ça nous amène à reconsidérer parfois qu'est-ce qu'on peut faire justement dans le transport qu'on utilise. Parfois, si on considère qu'on est derrière un volant et qu'on doit faire attention à la circulation, on ne peut rien faire de ce temps libre, il est obligatoirement accroché à la route. Alors que si on passe, par exemple, du temps dans un transport en commun, on a peut-être l'occasion de lire, d'écouter de la musique ou autre chose. C'est peut-être un chiffre qui permet de reconsidérer, tiens, qu'est-ce que je veux faire de ce temps que je passe dans les transports? Ce qu'on note aussi, c'est que, et ça fait un peu écho à ce graphique-ci, c'est qu'on passe toujours plus de temps en voiture et sur des distances toujours plus longues. C'est aussi ce qu'on note dans les statistiques. Notamment pour les loisirs. On aime apprendre de plus en plus, apparemment, la voiture pour aller soit marcher quelque part, soit en tout cas aller à un endroit où on peut pratiquer ses loisirs. Et donc, on n'est pas du tout sur une tendance de diminution de l'usage de la voiture, on est plutôt sur une augmentation essentiellement pour les loisirs. Donc, c'est aussi intéressant de garder ça en tête pour la suite. Est-ce que déjà, sur ces chiffres-là, qui donnent un peu parfois le vertige ou qui font beaucoup d'un coup, c'est clair ou il y a déjà des questions? Pas de questions? En ligne? Pas de questions? Alors, je continue. Donc là, je vais faire un petit focus sur la partie carbone, puisqu'on est quand même sur une formation CO2. Donc là, au lieu de reprendre les émissions de gaz à effet de serre au niveau de la Suisse, je prends sur un ou une Suisse qu'on appelle moyen. Donc, c'est une personne dont justement on arrive à faire cette décomposition du bilan carbone. Si vous avez suivi la première présentation, vous savez que vous pouvez vous-même vous le calculer sur les calculateurs que je vous ai montrés. Et on estime que pour un ou une Suisse moyen en moyenne, on a un quart de nos émissions qui sont dues au transport. C'est presque similaire à la partie un tiers en Suisse pour les émissions du territoire. Là, un quart en tant que citoyen ou citoyenne de nos émissions sont liées au transport. Pour donc des personnes qui prennent, on considère ici qu'ils ont pris l'avion, puisque c'est une moyenne. Alors là, il y a beaucoup de chiffres, mais ne vous attardez pas aux détails. Je vais vous expliquer juste ce que je voulais retirer de ces graphiques. Sur le graphique de gauche, ça vient appuyer ce que je disais avant. C'est qu'au final, dans l'impact carbone, ici, donc on parle de la mobilité annuelle des Vaudois et la moyenne des émissions annuelles en kilogrammes de CO2 par personne. Si on s'attarde en fait sur cette tranche-là du camembert, en fait, il y a une grande partie, comme je disais avant, qui est due à l'avion. Donc, ce n'est pas un transport qu'on prend souvent, mais il va tout de suite impacter très fort notre impact carbone. Donc, je voulais juste le remontrer par ce graphique-là. Après, l'autre moitié, si on veut, ça va être généralement l'usage d'une voiture. Et puis, en bas, on voit effectivement l'objectif qu'on devrait se mettre si on voulait atteindre notre budget carbone qu'on est censé atteindre d'ici 2050. Et puis, sur ce graphique-là, qui est aussi un peu… il y a beaucoup de chiffres, mais ce que je voulais en ressortir, alors là, c'est de 2005 à 2015, ça aurait été intéressant d'avoir 2022, mais il n'y avait pas forcément sur la source de données que j'avais. On voit surtout qu'on se déplace toujours plus aussi en avion. Donc, on voit qu'on se déplace toujours plus en voiture. Ça, c'est ce que je vous ai dit avant, on n'a pas diminué. Mais aussi, on a accru l'usage de l'avion. Donc, c'est vraiment un loisir qu'on décuple et puis pour lequel on sait que l'impact est important. Donc, dans nos habitudes de tous les jours, on a cette tendance à quand même augmenter l'usage de l'avion. Ici, j'ai remis en fait deux calculateurs que j'avais présentés aussi à la première séance, mais qui concernent essentiellement la mobilité.
Donc, si vous avez ensuite accès, enfin, je vous donnerai accès après aux présentations PDF. Si vous cliquez sur les images, vous aurez directement accès au calculateur. Ça vous amènera sur la page web. Le MobiTool, donc c'est un outil qui a été co-créé, si on veut, par la Confédération, les CFF, Swisscom et encore un organisme. Il est assez bien fait dans le sens où on peut vraiment manipuler tous les chiffres. C'est-à-dire qu'on peut comparer deux moyens de transport, mais également spécifier, si on clique sur la charge, la consommation, le poids, on peut dire oui, mais moi, mon véhicule, il pèse pas autant que voilà, ce qui avait été proposé par défaut. On est plus souvent 2 ou 3 personnes. Donc, on peut vraiment aller affiner sa recherche. Et puis, on peut voir l'impact carbone. Donc, ça sert vraiment à comparer deux moyens de transport. Et puis, ça peut donner en fait une vision assez intéressante puisque ça donne la vision globale. C'est-à-dire, on a la construction du véhicule, l'entretien du véhicule, son utilisation directe, indirecte, puisque quand on consomme de l'énergie pour faire avancer son véhicule, il y a une utilisation indirecte, et puis le déplacement lui-même. Et du coup, là, par exemple, j'avais pris une voiture à essence versus les chemins de fer suisses. Voilà, il y a une énorme différence, forcément. La moyenne pour la voiture, c'est de 199 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, tout pris en compte. Et puis, pour le train, c'est 8 grammes de CO2 par kilomètre, tout pris en compte. Donc, construction, utilisation, et ainsi de suite. Énergie-environnement, donc c'est une autre plateforme intéressante qui est aussi nationale, propose un autre calculateur qui a d'autres avantages. Celui-ci, en fait, il permet de comparer entre deux points, un point A, un point B, deux moyens de transport. Donc, il y a une notion aussi de quel parcours on doit faire avec ce moyen de transport. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas toujours prendre la même route en train qu'en voiture ou pareil en avion qu'en train et ainsi de suite. Donc, il va tenir compte du fait que parfois, on va faire une route plus longue en train, même si on le sait, à la fin, c'est quand même le train qui a un impact moindre, mais au moins, il prend ça aussi en compte. Et puis, il donne des informations sur d'autres indicateurs que le CO2, notamment les particules fines, les oxydes d'azote, dont on parlera un tout petit peu après aussi. Donc, c'est d'autres indicateurs plutôt en termes de pollution. Ce qui peut aussi être intéressant, puisqu'on le verra notamment sur les véhicules électriques versus thermiques, il y a ces impacts-là qui sont importants à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, je vais vous donner le micro, en fait, je me permets, pour comme ça, les personnes en ligne puissent aussi vous entendre. Merci. Une question par rapport comparativement un véhicule, une voiture avec un train. On compte la voiture avec 4 personnes et puis le train avec 200 ou 300 personnes pour comparer effectivement. Alors, parce justement, que les poids, excusez-moi, mais c'est pas tout à fait la même. Le coût non plus, l'énergie nécessaire non plus. Vous avez tout à fait raison. Alors là, dans les calculs qui sont effectués, c'est par personne kilomètre. Donc en fait, ils vont diviser, si on prend une voiture à 4, et mettons que cette voiture, sur son déplacement, a émis, je prends un chiffre fictif, 1 tonne. Pour faire 100 km, on va prendre ces 1 tonne, on va les diviser par 4, donc c'était le nombre de personnes, et on va les diviser par 100 km. Comme ça, on a les émissions par personne kilomètre. Et c'est ça pour chaque mode de transport. Donc ça normalise, si on veut, les émissions pour tenir compte du fait que justement, il n'y a pas le même nombre de personnes qui voyagent avec le même type de véhicule. Donc normalement, ce biais-là est écarté. Et puis, pour la partie poids du véhicule, en théorie, vous allez avoir ça qui est pris en compte aussi dans la construction du véhicule et sa durée de vie. Donc, quand sur ce calculateur-là, vous avez une partie imputée à la construction du véhicule, elle est forcément répartie sur la durée de vie totale du véhicule, ce qui va être plus correct. Donc, un train, voilà, avec sa maintenance, il va pouvoir durer X années. Donc, on va forcément prendre son impact et le diviser par ce nombre d'années-là. Pareil pour la voiture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci pour la question. Ouais, alors je prends volontiers. Donc on a 2 questions en ligne de Daniel Sage. La première, il y a quelques années, les importateurs de voitures s'étaient engagés à réduire la consommation CO2 des véhicules. Qu'en est-il de cet engagement et comment les autorités interviennent pour faire respecter cet engagement? Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Je sais qu'il y a des obligations
des critères d'émission maximale par 100 km qui sont fixés. Maintenant, sur la manière dont c'est appliqué ou la manière dont les gouvernements s'assurent que c'est appliqué, là, je n'ai pas la réponse. Donc, je ne pourrais pas savoir s'il y a un organe de contrôle qui vérifie que les importations de véhicules respectent, enfin, que chaque véhicule qui est importé respecte ce critère. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a malheureusement un mécanisme où on a tendance à importer des véhicules, peu importe en fait si sont des véhicules électriques qui émettent peu, on ne fait pas attention au poids ou on ne va pas faire forcément attention à d'où viennent les composants de ce véhicule. Ça, je le sais, donc ce n'est pas du tout pris en compte. Par contre, sur le critère, est-ce que c'est respecté qui est X grammes de CO2 au 100 km, j'imagine qu'il y a des organes de contrôle, j'imagine que c'est suivi, mais je n'ai pas la réponse sur comment ils le mettent en œuvre. Et je sais aussi que malheureusement, comme la loi sur le CO2 n'est pas passée, on souhaitait encore réduire finalement le nombre de grammes de CO2 par kilomètre des véhicules importés, mais ça n'a pas pu passer. Donc ça, c'est quelque chose où je sais qu'on va être, on va pas en tout cas être plus exigeant dans les années à venir. Donc je n'ai pas la réponse complète à cette question, mais je sais juste que ça ne va pas forcément s'améliorer actuellement dans les conditions maintenant. Et une deuxième question de Daniel Sage sur les calculateurs. Ouais. Est-ce que les calculateurs prennent aussi en compte les effets collatéraux des différents moyens de transport? Je pense en particulier à l'occupation du sol, la construction des infrastructures, l'énergie grise de fabrication, etc. Alors, très très bonne question. Alors, il y a certains facteurs qui seront pris en compte et pas d'autres. Comme je viens de le dire, ici, on va avoir justement des informations sur la pollution. Alors, ce n'est pas l'emprise au sol, mais ça va plutôt être justement les particules fines qui peuvent avoir un impact sur la santé, les oxydes d'azote aussi. D'autres choses qui sont affichées dans l'onglet pollution. Par contre, sur l'emprise au sol, non. Sur la question de l'énergie grise, finalement, indirectement, oui. Parce que sur ce calculateur-là, en tout cas, la partie construction et fin de vie sont pris en compte. Donc, il y aura la partie des émissions qu'on peut imputer à la construction à la fin de vie qui seront pris en compte. Pas l'énergie en mégajoules, mais en tout cas les émissions de CO2 nécessaires pour la construction à la fin de vie. Donc, en partie, c'est en partie pris en compte. Du coup, je vais continuer. Alors, ce graphique-là, je vous inviterai vraiment à le re-regarder plus précisément après coup, quand je vous enverrai la présentation. Pour moi, c'est vraiment le graphique qui résume beaucoup de questions qu'on peut se poser. D'où viennent les données? Alors, elles ont été resynthétisées, mais en fait, elles viennent toutes d'un… C'est open source, en fait, c'est la base de données de Mobitool. Vous pouvez télécharger un Excel avec vraiment toutes les données en termes d'émissions de CO2 par type de véhicule en fonction de la charge et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment une base de données impressionnante. Vous avez alors ici, pour chaque type de transport, donc là, je sais pas, le vélo, le tram, la voiture, le bateau. Donc là, j'ai pris qu'une sélection, parce qu'il y a vraiment une liste très très longue de véhicules. Les émissions, donc là, c'est les émissions en grammes de CO2 par personne kilomètre, comme on le mentionnait, en tenant compte à nouveau du coup de tout le cycle de vie de ces modes de transport, donc c'est-à-dire la construction, le déplacement, l'énergie directe, indirecte et la fin de vie. Qu'est-ce qui saute aux yeux sur ce graphique? Plusieurs éléments. L'avion, voilà, par personne kilomètre, c'est celui qui va émettre le plus. Vient en deuxième position la voiture à essence, suivie de près par la voiture diesel. Et puis, on a les bateaux aussi qui sont assez élevés, mine de rien. La moto aussi, on pourrait croire que c'est peu élevé, mais c'est assez élevé. Essence ici. Et puis, autre chose, on peut voir en fait finalement avec les couleurs, donc qui représentent les différentes phases de vie de ces véhicules, qu'on n'a pas les mêmes impacts aux mêmes endroits. Donc forcément, pour l'avion, c'est lors du déplacement. On brûle du fuel pendant qu'on vole. Par contre, sur la voiture électrique, ce n'est pas tant le déplacement qui émet, c'est la construction du véhicule. Forcément, les différents types de matériaux, la batterie. Pareil pour le scooter électrique. Donc tout ce qui est électrique, généralement, ce n'est pas forcément la phase d'utilisation qui émet beaucoup, c'est la construction. Et puis, intéressant aussi, le bus. On ne s'attendrait pas forcément à un tel résultat. Alors, je sais que là, dans les moyennes, ils ont pris une charge assez faible, c'est-à-dire des bus qui sont peu remplis, puisqu'en moyenne, ils ne sont pas forcément remplis à 100%, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut changer pour avoir une autre version, si on veut peut-être s'adapter à un contexte plus local. Et puis là, on parle forcément des bus à essence et pas des bus, des trolleybus. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce graphique. En tout cas, il est très intéressant à regarder plus en détail. Donc, je vous inviterai à le reconsulter après. Pas d'autres questions? Alors, je poursuis.
Pareil, là, il y a beaucoup de chiffres, mais je vous donne chaque fois ce que je retire de ça. On parle beaucoup évidemment d'équivalent CO2. C'est quand même bien de ne pas oublier qu'il y a d'autres impacts, notamment ici, là, je regarde en fait les oxydes d'azote et les particules fines. Mais il n'y a pas que ça, hein. On l'a entendu tout à l'heure, l'emprise au sol ou ce genre de choses. Typiquement ici, en fait, on prend les polluants principaux qui concernent surtout la santé publique. Il y a un gros souci avec les oxydes d'azote. Ça attaque surtout les voies respiratoires. Donc, c'est un gaz très toxique. Et puis, il est responsable quand même d'un bon nombre de morts par an. Quelle est sa provenance quand on regarde un peu quand on le retrouve dans l'atmosphère? D'où est-ce qu'il provient initialement? Principalement, c'est surtout des transports. Donc, c'est vraiment là qu'il y a un enjeu pour limiter ces oxydes d'azote, c'est travailler sur les transports, notamment les voitures ou les poids lourds qui sont à diesel. Si on regarde par contre les particules fines, c'est aussi un enjeu. Ça attaque aussi les voies respiratoires. Il y a plusieurs tailles de particules. On parle de PM, donc c'est particulate matter, et puis 10, c'est la taille en micromètres. Donc PM10, c'est des particules de 10 micromètres, PM2.5, encore plus petit, PM1, 1 micromètre. Ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, altérer les fonctions pulmonaires, créer des cancers. Pareil, si on regarde d'où ça vient, alors ça vient des voitures notamment, mais en fait, les sources principales, c'est le résidentiel, chauffage au bois, hein, si on reparlera de ça peut-être dans le domaine de l'énergie la fois prochaine, et construction industrie, évidemment, sur les cheminées et tout ce qui est brûlé ou autre émet énormément de particules fines. Et puis, étonnamment aussi, de l'agriculture. Donc, les particules fines, ce n'est pas forcément essentiellement issu du transport, même si c'est quand même responsable de 14%. Après, il y a d'autres choses comme les composés organiques volatiles, qui viennent essentiellement de l'industrie et du résidentiel, dioxyde de soufre, ammoniac. Bon, je vais moins en parler, mais on a un peu les sources de ces polluants. Je trouvais intéressant d'en parler parce que aussi, pour certains véhicules, notamment, on va avoir des impacts qui diminuent et d'autres qui augmentent. Ce sera le cas normalement de certains véhicules électriques, donc on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant, on va rentrer dans les différents types de véhicules. Donc là, je pense que ça va susciter pas mal de questions, mais n'hésitez pas à m'interrompre. On va commencer par l'aviation. Pourquoi j'ai mis en premier? C'est parce que c'est quand même l'un des plus gros responsables de nos émissions de CO2 dans la moyenne suisse, on va dire. Donc, le graphique de gauche représente la quantité de passagers. Alors, il y a eu le Covid, donc on voit très nettement que le Covid a fait redescendre. Je n'ai pas la barre en 2022, parce qu'on n'a pas fini 2022. J'ai un peu tous les indicateurs qui nous montrent que ça va bien remonter, malheureusement. C'est juste pour montrer que ça n'a fait qu'augmenter, on va dire, jusqu'à ici. Et après, il y a eu le Covid. Et puis, à mon avis, on va retomber sur une courbe montante. Donc, ça renforce ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une tendance à la baisse. L'aviation, si on regarde au niveau mondial, c'est 2,5% de l'impact climatique. Et pour la Suisse, c'était 10%. Donc, en fait, on ne le voyait plus dans le graphique que je vous montrais où on avait exclu l'aviation. Mais si on devait le remettre dedans, ce serait environ 10%. Alors, c'est des chiffres, parfois, on peut se dire, tiens, c'est peut-être négligeable. Moi, je ne trouve pas du tout négligeable dans le sens où c'est souvent une utilisation qu'on fait par choix. Et donc, se dire qu'on peut être responsable de 2,5% de l'impact climatique au niveau mondial ou 10% de l'impact climatique en Suisse par choix, c'est quand même parfois problématique. Je le mets vraiment en regard de la mobilité pendulaire où parfois on a moins le choix. J'ai remis les chiffres clés en termes de émissions de CO2 pour chaque distance. Donc, Genève-New York, c'était les 2 tonnes. Genève-Barcelone, ce serait 0,3 tonnes. Je rappelle donc le budget qu'on est censé atteindre en 2050 par personne, c'est 1 à 1 tonne et demie. Donc, ce serait déjà important sur notre budget personnel. Autre statistique très intéressante, donc là je remercie toujours l'OFS de nous fournir tous ces graphiques et toutes ces informations. À gauche, vous avez passagers selon la destination finale en 2021. Donc là, ils ont fait sur un total de 8 millions de passagers qui ont voyagé donc en 2021 au départ de la Suisse. Où est-ce qu'ils allaient? Donc plus le carré est grand, plus il y a de nombre de passagers qui vont à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Je vous pose la question.
Ouais, effectivement, il y a l'Espagne qui ressort. C'est bleu. Effectivement, en fait, on est beaucoup en fait, sur des destinations très proches de la Suisse. Proches, trop de proportions gardées. On voit qu'on a énormément de gens qui vont en Allemagne, qui vont en France, qui vont en Italie, qui vont en Autriche. C'est quand même des pays qui sont juste à côté. Et du coup, on peut se demander, bah voilà, on dit toujours qu'effectivement, pour certains types de voyages, on ne peut pas remplacer l'avion. C'est vrai, effectivement, si on n'a pas le temps, c'est un peu la seule excuse. Mais en fait, la majorité des trajets qu'on fait sont remplaçables. Ceux-ci seraient en majorité remplaçables par exemple, du train, du covoiturage, du bus, si on est nombreux. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voyagent en avion pour aller pas très loin. Donc ça, c'est vraiment les statistiques de l'OFS. Donc, je ferai une grosse partie alternative à la fin, mais pour l'avion, j'en fais une rapide ici. Pour les voyages qui sont intracontinentaux, le train de nuit peut s'avérer un peu… voilà, si on doit traverser un océan, on ne peut pas le faire en train de nuit. Donc, évidemment, on pourrait mettre le bateau ou on pourrait se dire… alors, surtout pas un ferry, mais peut-être d'autres types de bateaux. Et le car sharing, pareil, ça ne marche pas s'il faut traverser un océan. Mais disons, si on passe plutôt d'un pays à l'autre qui sont connectés par la route, il faut vraiment privilégier le train en premier lieu. Puis le car sharing, c'est une option où, comme on le disait tout à l'heure, plus on est nombreux dans la voiture, plus ça va quand même diminuer l'impact. J'ai un graphique à la fin qui revient là-dessus. Si on est obligé de prendre l'avion, 2-3 conseils quand même. Il faudrait privilégier les vols sans escale parce que chaque fois qu'on fait une escale, donc on morcelle son voyage, on émet plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'émissions sur les phases d'arrêt et redécollage. Il faut privilégier la classe économie. Donc ça, c'est la manière dont on fait les budgets carbone. On impute plus d'impact carbone à ceux qui voyagent en première parce qu'ils occupent plus de place dans l'avion. C'est la manière dont c'est calculé. Donc, si on prend une classe économique, en théorie, on réduit son impact environnemental, bien qu'il reste toujours élevé. Il y a différentes compagnies qui ont différentes politiques plus ou moins responsables. Ce conseil-là, il est vraiment pour ceux qui sont obligés de prendre l'avion, mais voilà, le premier conseil, c'est quand même de l'éviter. Et puis, peut-être, c'est une autre manière de voir les choses, s'attribuer un budget de kilomètres en avion. C'est un peu comme quand on dit qu'il vaut mieux manger justement plutôt végétarien. Parfois, on ne peut pas couper tout d'un coup, mais on peut se dire, on fait petit à petit, on se dit telle année, je vais faire autant de kilomètres, ou bien je m'alloue un budget pour les 5 prochaines années, ce qui fait que je peux prendre l'avion qu'une fois tous les 3 ans ou tous les 2 ans. C'est un peu pour se désensibiliser, si on veut. On va passer à la voiture, si vous avez des questions. Ouais. Une question sur l'avion. Ouais. Ouais. Juste en attendant… N'hésite pas à lui passer le micro. Ouais. Une question que je trouve intéressante, de plus en plus de gens sont sensibilisés au fait que l'avion, ça pollue beaucoup. Du coup, se pose la question de faire un road trip à la place. Ouais. Et par exemple, je connais des amis qui se disaient, mais pourquoi pas aller en voiture en Écosse plutôt que de prendre l'avion? Est-ce qu'il y a un moyen de comparaison rapide en disant, est-ce que finalement une voiture, j'ai une diesel, je vais à 4 dedans, est-ce que c'est autant impactant que de prendre l'avion pour aller en Écosse, par exemple? Alors, je vais répondre en faisant la promotion d'un outil que j'ai montré avant. Ça se calcule. Si vous reprenez le calculateur Mobitool, vous pouvez sélectionner comme mode de transport 1 l'avion et comme mode de transport 2 la voiture en fonction du nombre de passagers que vous êtes, de la consommation du véhicule et de son poids. Et puis, vous pouvez vous dire, si c'est 10 grammes, c'est un chiffre fictif, 10 grammes de CO2 par kilomètre, je regarde sur Google Maps c'est quoi la distance et puis je multiplie simplement la distance par les émissions. Et du coup, je pourrais savoir si finalement j'ai émis plus avec ma voiture ou avec l'avion. Je trouve que c'est une bonne manière de faire pour rester dans des chiffres factuels. On dit quand même, et je le montrerai, c'est dommage que peut-être je ne le montre pas tout de suite, mais il y a un graphique où on peut voir que plus on est dans une voiture, plus on réduit quand même l'impact. Donc, je vous le montrerai, ou alors peut-être que Fabien, je peux te demander de montrer un des derniers slides si tu cliques. Parce que si je clique, je vais devoir faire beaucoup de clics. Ou alors je vais rapidement… Ah ouais. Je vous promets que je reviens sur cette question après. Et je vais peut-être prendre du coup la question en ligne. Et donc une autre question en ligne de Kusumita qui pose la question sur les compensations des émissions de CO2 des voyages en avion.
Est-il vraiment possible de compenser nos émissions lorsqu'on voyage en avion? Je pense notamment au offsetting et aux compagnies aériennes comme EasyJet qui clament que les émissions de CO2 sont compensées et que nos voyages sont neutres en carbone. Alors, c'est une excellente question. J'ai aussi un sujet là-dessus, mais du coup, je vais déjà en parler maintenant. La grande question de la neutralité carbone en compensant, et là, en fait, plusieurs facettes. La première chose, c'est qu'on fait croire aux gens qu'en cliquant sur un bouton, on arrive à compenser immédiatement les émissions émises lors du voyage. Il y a déjà un très gros biais par rapport à ça, c'est que souvent, les projets de compensation, c'est la plantation d'arbres. Il y a d'autres projets, hein, mais la majorité, c'est de la plantation d'arbres. Il faut bien se rendre compte qu'un avion va émettre, mettons, 1000 tonnes de CO2 pendant son trajet à un instant T, et que les arbres, en fait, ils ne vont pas l'absorber comme ça, ils vont peut-être mettre 25 ans avant d'y arriver. Et sur ces 25 ans, c'est quand même un peu présomptueux de penser qu'on sait qu'ils vont jamais mourir, qu'il n'y aura jamais de feu de forêt, qu'ils vont grandir en parfaites conditions. Donc en fait, on ne sait pas, quand on plante des arbres, si vraiment ça va accumuler la quantité de carbone qu'on espère. Donc déjà là, il y a un risque si on fait appel à ce genre de compensation, c'est que les émissions ne soient jamais compensées. Parce qu'on part du principe, si on fait ça, que les arbres ont poussé parfaitement sans jamais avoir de soucis. La deuxième chose, c'est que parfois, en fait, en compensant nos émissions, on a un biais d'additionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui se seraient faits tout seuls, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un projet de reforestation, et puis, en fait, une compagnie vient peut-être financer, quand même apporter quelques apports financiers, mais ce n'est pas ça, en fait, qui fait que le projet démarre. Et du coup, ce n'est pas réellement des émissions compensées, puisque ces arbres auraient été plantés avec ou sans cet argent. Alors évidemment, ça dépend de chaque projet, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une grosse partie de l'argent qui est dépensé là-dedans, dans l'offsetting, qui part dans de la communication, qui part dans on va essayer de mettre en avant ça sur un site web où c'est facile de le faire. Et au final, une grosse partie de cet argent ne sert même pas à aller compenser les émissions. Donc il y a aussi un biais méthodologique. Et enfin, moi je trouve que c'est plutôt une vision personnelle. Quand on compense ces émissions, déjà, on devrait parler plutôt de contribution à la neutralité. On ne peut pas dire que c'est compensé immédiatement. Et s'il fallait vraiment se concentrer sur OK, c'est ma dernière option, je veux compenser mes émissions, il faudrait vraiment trouver des projets qui sont de l'ordre de immédiatement éviter des émissions. Donc, pas sur de la séquestration carbone à long terme, mais plutôt des émissions évitées. C'est-à-dire, par exemple, si l'argent qu'on utilise pour compenser nos émissions sert directement à remplacer un chauffage à mazout par un chauffage, une pompe à chaleur, on sait que c'est des émissions qu'on va éviter. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Si on remplace un four, dans certains pays, des fours à charbon par un four électrique, ça dépend aussi comment est produit l'électricité, on évite des émissions et c'est déjà plus intéressant. Donc en dernier recours, je dirais que c'est mieux ce type de compensation, mais toujours est-il que la compensation carbone, on a un peu une boule de cristal et on pense que tout va bien se passer. Je pense que c'est assez risqué de se baser sur les émissions, des compensations et qu'on n'arrive de loin pas à endiguer le problème parce que toutes les émissions qu'on émet maintenant participent au réchauffement climatique et on se dit que les arbres auront absorbé d'ici 25 ans ces émissions-là, mais pendant les années où ce gaz est encore dans l'air, il participe au réchauffement. Donc, c'est quand même problématique d'un point de vue climat en général. Moi, j'ai peut-être fait un peu trop long, mais c'est un vaste sujet. Ouais. Les chiffres que vous avez présentés pour le trafic aérien, vous parlez toujours en personnes qui se déplacent, mais finalement, ce qui crée vraiment la pollution, c'est quand on a un avion décolle, qu'il soit vide ou plein. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont donnés un petit peu par rapport à la réduction, par exemple, pendant le Covid? Combien ça a fait qu'il y a eu d'avions en moins qui ont volé? Est-ce que vraiment le fait de décider de ne plus prendre l'avion, j'ai envie de dire que la plupart du temps, l'avion va quand même décoller, que je le prenne ou pas, quoi. Donc, comment est-ce est-ce qu'il y a des moyens d'avoir un impact sur ce qui se passe réellement en termes de diminution de trafic aérien? Ouais. Donc c'est une très bonne question aussi. Effectivement, si l'avion décolle quand même, il aura le même impact ou à peu près, puisqu'il aura un chargement un peu différent. Pendant le Covid, oui, il y a beaucoup d'études qui ont pu prouver qu'il y avait une diminution du trafic aérien qui a mené à une réelle réduction des émissions de CO2. L'ordre de grandeur, je ne l'ai plus en tête, mais je dirais que c'est entre 2 et 7%. C'est-à-dire qu'on était plus ou moins dans la trajectoire qu'on devrait avoir chaque année jusqu'en 2050.
Donc, on a pu mesurer déjà les aéroports ont partiellement fermé. Il y a eu énormément de compagnies qui ont dû demander des aides parce que les avions ne volaient plus, mais ils devaient toujours payer leurs employés. Je pourrais, à mon avis, retrouver assez facilement ces études qui montrent le nombre d'avions en moins et l'impact que ça a eu en moins. Par contre, c'est sûr et certain que c'était un facteur externe qui a provoqué ça et actuellement, ça repart à la hausse. Mais oui, quand ce facteur externe nous a contraints à rester chez nous et nous a empêchés de voyager parce que voilà, il fallait des tests Covid et autres, ça a réellement réduit le nombre d'avions et ça a réellement fait diminuer les émissions. Ça a pu être mesuré. En termes d'émissions, c'est surtout que ça a arrêté d'augmenter. Ça n'a pas forcément fait une diminution nette. On a eu un plateau, si on veut, voire une très légère descente, mais ce n'était pas encore très drastique. Alors, je passe à la voiture, parce que le temps passe très très vite. Toujours, hein, c'est formation CO2. Surtout que la voiture, c'est un vaste sujet. Donc, là, je voulais reprendre un chiffre qui montre que la distance journalière qui est parcourue par une personne en Suisse, donc là, on ne parle plus des trajets pendulaires, hein, dont on avait vu que c'était plus proche des 13 km. C'est tout déplacement confondu. Quand on va faire ses hobbies, voir ses loisirs et autres, on est à 36,8 km par personne par jour en moyenne. Et en fait, ces déplacements sont majoritairement effectués en voiture. Donc, si on dit que c'est 36,8 en moyenne, de ces 36,8, on en parcourt 23,8 en voiture. Et en moyenne, toujours, ces voitures sont occupées avec un taux moyen de 1,6 personnes. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, ça signifie qu'il y a un report modal à trouver. Si on veut vraiment agir sur notre impact carbone de la mobilité, c'est forcément sur ça qu'on veut agir. Et donc, les solutions que je vais proposer après, c'est des aides pour essayer de faire ce transfert modal. Après, il y a plusieurs options. On peut passer de la voiture thermique à une voiture électrique, on peut passer au transport en commun, on peut passer au vélo. C'est ce qu'on va explorer après. Mais actuellement, c'est ça les chiffres pour la voiture. Alors, une question intéressante. Au-delà de l'impact carbone, il y a une étude qui a été faite par le TCS pour étudier les coûts réels d'une voiture en francs par an. C'est aussi pour donner un peu une autre vision qu'on a de la voiture. D'après vous, dans la salle, quel est le coût réel d'une voiture? Et dans les chats, est-ce que c'est plutôt 1000 francs par an? Je pense que c'est 1000 francs. Est-ce que c'est plutôt 2500 francs par an? Après, ça dépend de vos habitudes, hein, bien sûr. 6000 francs par an ou 10 000 francs par an? Ok. On est un peu plus sur la partie 6000. Donc là, sur les 3 personnes qui ont participé, n'hésitez pas les autres à participer, c'est dans l'onglet sondage, 6 000 francs par an. Alors, je peux tout à fait comprendre pourquoi les personnes ont cliqué sur 6 000, parce que s'ils ont lu cette étude des TCS, 6 000 francs, c'est le coût fixe par an. Donc, c'est effectivement les coûts qu'on va de toute façon avoir quand on calcule les coûts de frais de réparation, mais surtout les coûts d'achat, le coût d'assurance et ce genre de coûts. Par contre, le TCS a aussi pris en compte des coûts variables, c'est-à-dire qui peuvent être dus au parking, qui peuvent être dus à des amendes, qui peuvent être dus… Enfin, ils ont pris toute une liste de choses qui peuvent être variables, qui est très bien détaillée sur le site. Et on arrive en fait plutôt à 10 000 francs par an. La vraie réponse, ce serait entre 6 000 et 10 000. Si vous faites le propre calcul chez vous, je pense que vous arriverez à une valeur entre les deux. Et c'est intéressant à garder en tête quand on va le comparer à d'autres coûts, d'autres moyens de mobilité. C'est surtout pour ça que je voulais vous montrer ça. Si je reprends donc cette étude du TCS, où on a les frais fixes à 6 000 et les frais variables à 4 000, on peut voir qu'en majorité, c'est l'amortissement du véhicule. Forcément, un véhicule neuf, c'est ça qui fait la majeure partie du coût. Après, on peut avoir les frais de garage, les assurances, les différentes taxes, le coût du carburant, le coût des pneus, services et réparations. Et évidemment, ces coûts-là varient en fonction du coût de l'essence. Donc, c'est 69 centimes par kilomètre. C'était avant que l'essence n'augmente à ce point. On serait peut-être plutôt maintenant vers les 73 centimes par kilomètre, tellement ça a augmenté. Donc ça, c'est des coûts aussi importants à avoir en tête. On regarde les autres alternatives que je vais vous montrer. Un autre fait intéressant sur la voiture, c'est en fait les externalités. Donc, pour vous expliquer ce graphique, donc c'est pareil, ça a été fait par la Confédération. On considère qu'il y a environ 14 milliards de francs de coûts externes liés au transport. Donc, ces coûts-là, c'est souvent la voiture qui en est le principal responsable. C'est le coût des infrastructures. Alors,
bien garder en tête qu'il y a plus de gens qui se déplacent par la route, donc c'est aussi important. C'est normal qu'il y ait plus de coûts liés à ça. Mais quand même, il y a 70% des coûts externes qui sont liés à la voiture. Et après, on a le transport aérien, le transport ferroviaire, et puis le transport public, c'est le moins. Après, il y a la mobilité douce qui représente quand même un certain nombre de coûts. Donc ça, c'est vraiment tout le reste. Ça peut être les accidents, ça peut être les coûts en santé publique, ça peut être les coûts où il faut simplement, quand on regarde les infrastructures routières, les rénover continuellement et ainsi de suite. Et ils ont fait une étude complémentaire, si on veut, à cette même question, c'est les externalités positives. Et en fait, on se rend compte que la mobilité douce apporte énormément de bénéfices aussi à prendre en compte, cette fois-ci en positif. Donc, la manière de calculer peut paraître assez froide, c'est qu'on peut quantifier le prix d'une année de vie. Si justement ces années de vie sont prolongées parce que justement on a moins de risques cardiovasculaires, on fait plus d'exercice, on est moins stressé, on considère que la santé publique va moins devoir être sollicitée et du coup, ce sont des bénéfices pour la collectivité. À l'inverse, si pour des raisons X ou Y, que ce soit la pollution ou autre, on réduit ces années de vie, ben, c'est un coût pour la collectivité. Là, je parle de l'aspect santé. Donc la mobilité douce, elle provoque plus de bénéfices qu'elle n'a de coûts. C'est aussi intéressant ça. En termes de, justement, c'est surtout lié à la santé publique pour ça. Alors, je pense que ce graphique-là, cette illustration, vous la regarderez chez vous, mais je vais la résumer oralement. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment, forcément, sur quel véhicule choisir si on veut garder une voiture. Voiture électrique, voiture thermique, voiture hybride. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner la vision que j'ai en regardant une quantité quand même assez importante de données. Il y a forcément chaque cas qui est particulier. Donc, ça dépend si on a une voiture qui est voilà, déjà vieille ou si on considère qu'on achète un véhicule neuf. Ça dépend si on veut acheter un véhicule électrique qui pèse très lourd ou pas. Donc, on va revenir sur ces questions-là. Petit tableau rapide. Donc, l'impact carbone d'une voiture thermique, on l'a vu, il est très élevé. C'est-à-dire son nombre de grammes de CO2 par kilomètre parcouru. On l'a vu dans le tableau précédent, il est très élevé. L'électrique, il est très faible. On regardera pour quel cas ça s'applique, parce qu'il y a une distance limite à, entre guillemets, respecter pour que ce soit là le cas. On peut regarder ensuite la consommation au 100 km. Comme il y en a un qui est à l'électricité et l'autre qui est à l'essence, on a souvent de la peine à pouvoir comparer les deux. Mais en fait, c'est des unités d'énergie, donc on peut quand même les comparer. Donc, si une voiture, et là c'est assez optimiste, consomme 6 litres au 100, et ben, une voiture électrique, si on devait convertir son électricité en essence, ce serait équivalent de 1,8 litres au 100 km. Donc, c'est bien plus efficace. Un moteur électrique est bien plus efficace qu'un moteur thermique. Si on devait refaire l'équivalent en kilowattheure, pour ceux qui conduisent des voitures électriques, ben, c'est environ 17 kWh pour 100 km pour une voiture électrique. L'équivalent en thermique serait de 80. Ça, c'est utile pour ceux qui installent des panneaux, aimeraient savoir combien ils ont besoin de panneaux pour pouvoir rouler avec une voiture électrique. Évidemment, il y a un facteur d'importance, c'est la distance de parcours sur un plein. C'est souvent ce qui revient, c'est que voilà, sur les voitures thermiques, on peut rouler plus loin avec un seul plein et les voitures électriques moins loin. Il faut savoir que cette distance-là, elle tend à s'améliorer d'année en année. Certains véhicules annoncent même jusqu'à 500 km. Et il faut aussi savoir que sur cette distance de parcours, il faut bien se demander à quel moment on devrait faire cette distance de parcours. Donc, beaucoup de personnes peut-être se freinent en se disant « mais avec ce véhicule, je peux aller moins loin ». Mais on l'a vu, la distance moyenne journalière d'une personne, c'est environ 36 km. Alors, est-ce que vraiment on a besoin que pour le cas où on roule peut-être 600 à 800 km d'affilée, on achète une voiture essence? C'est une question que vous pouvez vous poser. Il y a le temps de chargement ou de remplissage d'un plein. Donc, pour une voiture essence, bah, voilà, s'il n'y a personne à la pompe, ça va assez vite. Pour une voiture électrique, ça dépend de beaucoup de facteurs. Forcément, il y a maintenant des superchargeurs, si on veut, où en 15 minutes, on a déjà 80% de la charge qui est faite. Pas toutes les voitures en sont équipées, pas toutes les bornes proposent cette puissance. Et puis, si on a des chargeurs lents, comme on appelle, bah, ça peut prendre une nuit, environ 6 à 8 heures. Mais il faut savoir que pareil, dans ce domaine-là, les infrastructures de recharge tendent à s'améliorer.
on commence à avoir plus de superchargeurs, entre guillemets, et surtout, est-ce qu'on a besoin toujours d'être plein? En fait, si on recharge chez soi ou autre, il y a une autre conception. Quand on remplit une voiture, on la remplit complet parce qu'on ne veut pas retourner tout le temps à la pompe. Maintenant, il y a un changement de paradigme. Quand on gare sa voiture chez soi, peut-être que si elle n'est pas remplie complètement et qu'on sait qu'on ne va pas faire 30 000 km, ce n'est pas grave si elle n'est pas chargée complètement. C'est plus du grain à moudre aussi pour la réflexion de tout un chacun. Et enfin, la maintenance, on sait qu'une voiture thermique, en moyenne, il faudrait la faire réviser tous les 15 000. Et une voiture électrique a besoin de moins de maintenance puisque les composants, finalement, il y a moins de composants et ils ont moins besoin d'être réparés, si on veut. Je ne sais pas si déjà sur ça, il y a des questions ou si c'est déjà assez clair. Tant mieux. Alors, je continue. Donc ça, c'est la fameuse... c'est ce que je vous disais, en fait. L'impact carbone, il n'est pas équivalent en fonction du nombre de kilomètres qu'on fait avec son véhicule. Donc, ça paraît peut-être assez basique, mais si vous achetez un véhicule électrique, que vous roulez 100 km puis que vous le jetez à la poubelle, votre impact il sera énorme parce que la construction du véhicule émet beaucoup. Donc, c'est-à-dire l'énergie grise derrière la construction d'un véhicule électrique est importante. Là où ça devient intéressant par rapport à un véhicule thermique, normalement, on parle de 30 000 à 40 000 km. Là, on voit à 50 000, c'est déjà plus bas. Donc, ce graphique, comment est-ce qu'on le comprend? Donc ça, c'est les voitures diesel, électriques, avec un mix électrique français et électrique avec un mix électrique européen, parce qu'effectivement, l'intensité carbone de l'électricité qu'on met dans le véhicule a une importance. Et après, on peut voir, si je prends 50 000 km par exemple, forcément, la fabrication de la voiture, c'est plus ou moins identique pour les trois véhicules. Par contre, sur la voiture électrique, peu importe que ce soit avec un mix énergétique français ou européen, il est très grand. La batterie a un gros impact. Puis par contre, à l'usage, on peut voir que l'impact est très faible. Très faible en France parce qu'ils ont une énergie faiblement carbonée, un peu plus en Europe puisqu'on prend un mix européen. Et par contre, la voiture diesel, forcément, le diesel qu'on utilise émet énormément de CO2 par kilomètre. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que la totalité de cette barre, forcément, quand on change de véhicule, soit plus basse que l'autre véhicule qu'on avait. Donc, on dit en moyenne que si on achète un véhicule électrique, que c'est le choix qu'on a fait, il faut au moins utiliser ce véhicule 30 000 à 40 000 km avant d'en changer. On espère évidemment le pousser le plus loin possible. Plus on va loin, plus on roule longtemps avec ce véhicule et donc à l'électricité, plus l'impact de la batterie et de la fabrication du véhicule diminue puisqu'on le répartit sur le nombre de kilomètres. Mais en tout cas, il ne faudrait pas changer de véhicule si on achète un véhicule électrique avant ces 30 000 à 40 000 km. Sinon, on aurait mieux fait de garder un véhicule thermique. Ça, c'est assez important parce qu'il y a une grande tendance à l'obsolescence programmée ou à vouloir acheter toujours des nouveaux véhicules, à prendre des véhicules en leasing où on va les remplacer rapidement. Donc, je ne sais pas si ce graphique-là suscite des questions. Oui, on peut peut-être passer, ouais. Une voiture électrique, elle ne fera pas 150 000 km ou 200 000 km sans changer la batterie. Est-ce que dans votre évaluation, on compte le coût et l'incidence environnementale de refabrication de batteries, du recyclage de batteries? C'est une très bonne question. Alors, le fait que ça ne tienne pas 150 000 ou 200 000, je n'ai pas personnellement de voiture électrique, je n'ai pas de voiture, donc forcément, je ne pourrais pas vous donner le recul. Mais c'est bien possible que peut-être une voiture ne puisse pas rouler 200 000 sur une seule et même batterie. Donc, ce qu'il faudrait regarder, c'est sur ce graphique-là, si on ajoutait une nouvelle batterie, combien ça augmenterait. À mon avis, on pourrait peut-être se retrouver là. Et de toute façon, on serait plus bas qu'une voiture au diesel. Mais vous avez raison, ça ne tient pas compte des externalités liées à la fabrication d'une batterie. Donc non, ce graphique-là ne tient compte que des grammes de CO2 équivalents par kilomètre. Et donc, si on veut parler des minerais, de l'extraction des minerais, ce genre de choses, ce sont des impacts réels dont il faut tenir compte, mais ils ne sont pas pris en compte dans un graphique bilan carbone. Par contre, ce que je peux aussi dire, c'est que les filières de recyclage commencent à se développer. En fait, c'est toujours pareil, si on n'a pas une masse critique de matériaux à recycler, on ne développe pas la filière. Donc, c'est problématique quand il y a très peu de véhicules et surtout pour le moment, il y en a très peu qui sont en fin de vie. Les véhicules électriques, c'est très récent, donc pas beaucoup de véhicules en fin de vie.
Donc, il n'y a pas actuellement énormément de filières, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'en existe pas ou que ça ne va pas se développer. On sait déjà qu'un des débouchés des véhicules électriques, c'est par exemple le stockage de l'énergie solaire. On n'a pas forcément encore la technologie qui est entièrement mature, mais ça se développe, c'est en train de mûrir si on veut. Et bien entendu, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est déjà mieux que de finalement peut-être jeter sa batterie. Et après, c'est forcément aussi à la personne à qui appartient le véhicule de peut-être regarder comment va être traitée ses batteries. Donc ça, c'est aussi, on a aussi un peu encore un impact personnel sur ça. Mais pour répondre en 2 temps, non, là-bas, il n'y a pas l'impact de l'extraction des minerais, peut-être la pollution que ça peut engendrer, il n'y a que le CO2. S'il fallait remplacer une batterie, je pense qu'on serait quand même toujours plus bas que la voiture diesel. On peut faire le calcul assez facilement. Et la filière va tendre à se développer. C'est comme si on avait arrêté dès le début, je sais pas moi, les filières, la production de canettes en alu parce qu'on n'avait pas encore le recyclage. Maintenant, on sait parfaitement recycler l'aluminium. Il est bien possible que dans le futur, on sache très bien recycler les batteries. On a déjà des filières qui arrivent à les recycler à 89%. Donc, ça peut tendre à s'améliorer. Peut-être qu'il y a une précision. Ouais, juste, je veux rendre une petite précision. Les voitures électriques qu'on a actuellement dans nos rues, elles ont déjà des batteries qui tiennent largement 200 000 kg en moyenne. On parle maintenant de batteries qui vont tenir 1 million de kilomètres, donc qui vont être en fin de vie après que le véhicule lui-même il soit largement en fin de vie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les batteries lithium sont recyclables en théorie à 95%. On sait que les composants, on arriverait à le faire, mais évidemment, il n'y a pas encore la masse critique, comme tu l'as dit, pour y parvenir. Donc, en moyenne, et même pour revenir aussi au commentaire de si on achète un véhicule électrique et qu'après 1 année ou 2 ans, on le revend déjà, ce qui arrive assez souvent en Suisse, malheureusement, c'est, à mon avis, pas une catastrophe en soi, dans le sens, je ne tiens pas à pousser la consommation, c'est beaucoup mieux d'aller à vélo ou à pied et de limiter le transport, on est bien d'accord. Mais à mon avis, ce n'est pas une catastrophe, c'est plutôt bien d'aller dans cette direction quand même, parce que ces véhicules seront des véhicules d'occasion qui vont ensuite permettre à d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des véhicules neufs d'accéder aux véhicules électriques et de participer à la diminution de l'impact CO2. Merci pour la précision. C'est vrai que ça dépend effectivement à quoi va servir ou comment serait, si ce véhicule électrique était jeté à la poubelle, c'est là où ce serait dramatique. C'est vrai que s'il permet de remplacer un autre véhicule thermique, pourquoi pas. Je voulais juste revenir sur ces kilométrages. Donc, on ne parle pas de kilomètres à faire par an. C'est bien des kilomètres sur la durée totale du véhicule. Au cas où il y avait une petite incompréhension. Mais merci pour les questions. Ouais, encore une. J'ai une question. Là, on parle de recyclage des voitures électriques. Maintenant, il y a quand même un problème dont j'ai rarement entendu parler. C'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes les autres voitures? Est-ce qu'il y a déjà des programmes qui ont été essayés de faire pour éventuellement les faire passer de thermique à électrique? Parce qu'il y a quand même un volume de matériaux déjà construits, déjà en place. Disons, actuellement, je me dis, je pense qu'effectivement, de tirer, entre guillemets, sa voiture en faisant comme la signal émission, en diminuant un maximum son usage, etc., mais de tirer sa voiture thermique jusqu'au bout n'est pas forcément un mauvais calcul non plus, compte tenu de... Il faudra bien qu'on fasse quelque chose avec toutes ces voitures qui existaient avec des moteurs thermiques. Alors, je vais peut-être répondre en 2 temps et peut-être, c'était une précision, Jean-Christophe, je te laisserai la parole. Alors, là, je rebondis sur la dernière partie de la phrase, sur la partie « c'est peut-être mieux de tirer son véhicule jusqu'au bout ». Ça dépend ce qu'on appelle jusqu'au bout. C'est-à-dire que si jusqu'au bout, c'était faire plus qu'encore 40 000 km, non, on a vu qu'on aurait plus d'impact que si on avait passé à l'électrique. Donc, en tenant compte de tout le cycle de vie. Donc, si tenir jusqu'au bout, c'est encore faire peut-être 10 000 km, et après, de toute façon, on se séparait de son véhicule, on passait à un autre mode de transport, oui, pourquoi pas. On a meilleur temps de se dire, si l'achat de mon nouveau véhicule va servir à faire moins de 40 000 ou moins de 30 000 km, ce n'est pas forcément pertinent. On a meilleur temps de tirer son véhicule jusqu'au bout. Si par contre, on passe ce seuil des 30 000 km, non, c'est plus intéressant d'un point de vue uniquement carbone de changer. Sur la partie « qu'est-ce qu'on fait des anciens véhicules ?» C'est une très très bonne question. Normalement, sur un véhicule standard, il y a énormément de composants qui sont métalliques, dont on a déjà des filières de recyclage. Par contre, on sait qu'il y a des batteries au plomb des voitures thermiques dont on n'a pas forcément, à part peut-être aussi pour le stockage d'énergie solaire, trouvé de filières. Il y a un vrai enjeu sur les reconversions de véhicules. Je sais que ça se développe, je sais que ça se fait beaucoup pour des vannes maintenant, des bus aussi. Par contre, je n'ai pas forcément la connaissance de quel est le pourcentage de véhicules qu'on arrive à refaire. Est-ce que c'est valable pour tous les véhicules? Donc, ça m'intéresse personnellement aussi, donc je me renseignerai. Mais oui, il y a un vrai enjeu.
Je n'ai pas la réponse sur est-ce qu'on a déjà réfléchi à comment on va faire pour traiter tout ce parc-là. Mais évidemment, il faut essayer de recycler ce matériau. Donc, peut-être, je ne sais pas si Jean-Christophe, tu as une information sur ça. Mais... Pas d'informations hyper précises, mais je sais que les filières sont en cours de création et que c'est un thème, notamment en France, où on veut donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir convertir leur voiture actuelle en version électrique. Ouais. Donc, on remplace le moteur à explosion par un moteur électrique et il y a un batterie pack qui vient prendre place quelque part dans la voiture. Évidemment, ça donne des véhicules qui sont un peu moins performants. On parlera plutôt de 200-300 km d'endurance. Mais c'est quand même un geste intéressant. Ouais, merci pour la question. Ouais. Et puis c'est vrai qu'à ne pas négliger, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules. C'est tout à fait vrai. Bon, là, ça reprend une information que je vous ai donnée sur ces 30 000 à 40 000 km, hein, au-delà, à partir duquel, on va dire, un véhicule électrique est plus intéressant. Peut-être une information que je trouve pertinente, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le tout électrique, c'est magique. Dans le sens où on va vite tomber sur des informations comme quoi voilà, le véhicule électrique émet 0 g de CO2 par kilomètre. Je trouve que ça, c'est mensonger. Maintenant, ils tendent à rajouter des informations. Il faut savoir que l'électricité qu'on met dans son véhicule a un impact, mais on l'a vu, cet impact-là est quand même moindre que le thermique, que l'essence. Mais voilà, je veux quand même éviter qu'on tombe dans l'électrique n'émet rien, puisque de toute façon, la production d'électricité a un impact. Et c'est pour ça que dans les études, enfin les graphiques que je vous ai montrés avant, il y a par exemple la différence entre le mix européen ou le mix français. Et c'est d'autant plus vrai que justement, en ce moment, on a aussi un enjeu sur l'électricité. Comment est-ce qu'il est produit? Est-ce que ça va être en brûlant du charbon, du gaz ou autre? Donc c'est sûr que la meilleure façon, évidemment, de pouvoir alimenter sa voiture électrique, c'est peut-être avec des panneaux sur sa maison, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, largement pas le cas de tout le monde. Mais voilà, je voulais juste mettre ce point d'attention parce qu'on n'a pas forcément tous une énergie décarbonée. Mais toute proportion gardée, ça nous donne quand même ces chiffres-là qui sont objectifs. Voilà, mais pas dire que ça émet 0 g de CO2. Et là, c'est un petit chapitre qui parle plutôt de la partie minerai. Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, les voitures électriques utilisent plus de minerais en termes de quantité et variété qu'une voiture thermique et que cette extraction de ces matériaux génère des impacts environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est une étude de l'IEA qui montre en fait la variété des différents matériaux dont on a besoin et voilà leurs proportions. Donc, ce n'est pas forcément des terres rares dont on a le plus besoin, c'est un terme qui revient souvent. Ce n'est pas forcément les terres rares dont on a le plus besoin, c'est d'autres types de métaux et autres, mais voilà, ils sont quand même problématiques à extraire. Où est-ce que j'en viens avec ça? C'est quand même aussi pour dire que le meilleur véhicule, ou potentiellement la meilleure manière de se déplacer, c'est quand même en vélo, par exemple, à pied, en train, en transport en commun. Donc voilà, je ne veux pas non plus que de cette présentation, vous disiez, en fait, il n'y a que l'électrique, il faudrait tout miser sur l'électrique, parce que si on peut se substituer, enfin, éviter d'avoir un véhicule individuel et avoir un autre type de véhicule, enfin, de se déplacer en transport en commun ou autre, ce sera quand même mieux, parce que voilà, il y a, pour tout véhicule comme ça, il y a quand même un impact derrière. Je ne vais pas plus m'attarder que ça là-dessus. Le seul autre slide que je voulais quand même mentionner, parce que voilà, on est ici pour réfléchir de manière transparente à ces enjeux, en ayant bien en tête tous les enjeux. Si on fait une analyse de cycle de vie entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, sur la partie CO2 équivalent, on est meilleur, c'est sûr, avec l'électrique. Si on regarde l'acidification des sols, la pollution de l'air aux particules fines et l'utilisation des minerais, on est dans les 3 cas moins bons qu'un véhicule thermique. Alors, la pollution d'air aux particules fines, c'est en train de changer, tout simplement parce qu'il y a eu une grosse amélioration dans la récupération de l'énergie avec des freins qui sont intégrés dans la voiture. Donc, si vous voulez, on n'utilise plus les plaquettes de frein, on récupère de l'énergie en freinant l'énergie cinétique qui recharge la batterie. Et ça, en fait, indirectement, ça réduit énormément la pollution de l'air aux particules fines. Ce qu'on parle là, c'était essentiellement aussi lié à l'extraction des matériaux. Mais voilà, c'est important d'être transparent et clair là-dessus. Maintenant, je fais aussi un point d'attention là-dessus.
il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais alors, forcément, il y a ces impacts du coup sur l'extraction des minerais. Du coup, la voiture électrique n'est pas une bonne solution. Il ne faut quand même pas oublier que dans une voiture à essence, il y a aussi toute l'extraction, donc les forages, il y a aussi le transport de l'essence, il y a le raffinage, il y a les enjeux derrière, potentiellement les guerres derrière. Donc, il n'y a pas forcément si on regarde les enjeux sociétaux environnementaux, des chiffres d'une analyse cycle de vie vont nous dire certaines fois, c'est plus impactant en termes de ces 3 catégories pour la voiture électrique. Mais pour la voiture thermique, je pense qu'on peut raisonnablement dire que les enjeux géopolitiques autour du pétrole peuvent engendrer énormément de méfaits et que ça, ce n'est pas forcément mesuré dans une analyse de cycle de vie. Ça, une analyse de cycle de vie, ça peut que prendre ce qu'on lui donne comme information. Mais les tensions qu'on peut avoir, les nouveaux forages qu'on va essayer de faire en allant toujours plus loin, toujours plus profond, ce n'est pas pris en compte là-dedans. Donc, c'est quand même un sujet où, si on veut s'éloigner du sujet CO2, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans la tête. Donc, moi, la seule valeur sûre que je peux vous donner, entre guillemets, c'est plutôt la valeur gramme de CO2 par kilomètre pour laquelle on est sûr qu'un véhicule électrique est mieux qu'un véhicule thermique. Pour tout le reste, il faut se faire un peu sa propre morale aussi, quoi. Et enfin, je passe rapidement sur la voiture hybride. Juste pour dire qu'il y a eu un petit moment où les constructeurs se sont dit tiens, on va faire un peu un mix entre les deux. Alors là, c'est très très clair. C'est un peu ça avait l'air d'être le meilleur des deux mondes et on peut se retrouver finalement avec le pire des deux mondes. Tout simplement parce qu'avec un véhicule hybride, si on roule sur des longues distances, c'est surtout pour ce cas-là que c'est problématique, on va très vite tomber sur l'utilisation de l'essence dans le véhicule. Et finalement, on va utiliser un véhicule plus lourd. Donc, on a un véhicule à essence qui tire des batteries. Et donc, le véhicule hybride va juste consommer plus qu'un véhicule thermique standard sur parfois des distances plus longues. Donc, si on compte acheter un véhicule hybride et en plus faire beaucoup d'autoroutes et distances longues, on va juste consommer énormément d'essence et on n'aura rien gagné. Ça peut à la limite être intéressant sur des petites distances, mais dans ce cas-là, pourquoi pas être directement sur de l'électrique? Il n'y avait pas vraiment besoin d'essence. Donc, je dirais que c'est vraiment une fausse bonne solution. Et en plus de ça, il y a une méthodologie de mesure des émissions qui a été extrêmement avantageuse aux constructeurs pour les véhicules hybrides. On se rend compte qu'entre les données constructeurs et les données réelles, maintenant, il y a pas mal d'études qui sortent là-dessus. En fait, les données réelles montrent des émissions bien plus élevées. Donc vraiment, il y a eu vraiment une fausse bonne idée. En tout cas, d'après les données que j'ai pu consulter, si vous devez choisir, ne prenez pas un hybride. Voilà. On va passer aux alternatives parce que si on reprend un bilan carbone standard d'une personne, c'est essentiellement la voiture et l'avion qui émettent énormément. Donc, tout le reste, pour moi, entre guillemets, c'est des alternatives. Si on parle des transports individuels motorisés, évidemment, on peut essayer du coup d'abord, si je prends l'exemple de droite, partager sa voiture. Parce que ce qu'on a vu qui impacte en partie dans l'utilisation d'un véhicule, c'est l'achat du véhicule, avoir un véhicule neuf. Donc déjà, si on peut partager ce véhicule, en fait, on n'a qu'un véhicule, par exemple, pour 2 familles, c'est sûr qu'on diminue l'impact lié à la production de ce véhicule. On ne va pas diminuer l'impact lié à l'utilisation, donc la consommation d'essence, mais au moins sur la production. Si on veut aller dans le même sens, si on roule, on va en vacances et on veut y aller en voiture, vraiment privilégier l'autopartage. Là, j'ai perdu le mot. Blablacar, qui est une application de covoiturage. Voilà. Merci. Donc, vraiment essayer d'augmenter le nombre de personnes qui sont dans le véhicule, puisqu'en moyenne, on a 1,6 personnes par voiture. Maintenant, si on veut se séparer d'un véhicule, mais toujours avoir accès à un véhicule de temps en temps, il existe Mobility. Donc, c'est un système, Mobility, c'est suisse, qui se développe de plus en plus et qui est assez intéressant. Donc, on va à un endroit où il y a ces voitures rouges qui sont parquées, on a son Swisspass souvent, on peut le déverrouiller et on paye un mix entre un tarif horaire. Donc, si on l'utilise 2 heures, on va payer 2 fois 2 francs, donc 4 francs par défaut. Et après, on paye au kilométrage qu'on fait. Ça, c'est surtout pour payer l'essence. Donc, ça va être généralement la location du véhicule en lui-même et ça va surtout payer l'essence. C'est intéressant dans le sens où c'est l'équivalent d'un car sharing, mais qui est vraiment
on share avec n'importe qui utilise Mobility. Ils ont maintenant une volonté de passer à l'électrique, donc ça c'est intéressant aussi. Il y a une variété de véhicules assez intéressante, donc si justement on a parfois besoin d'une petite voiture, parfois d'un grand véhicule, on peut choisir le véhicule dont on a besoin. Utile pour, par exemple, des personnes qui se disent moi, je vais peut-être acheter un grand véhicule, mais au final, je suis souvent seul dedans. Il n'y a que quand je pars en vacances que j'ai besoin d'un grand véhicule. Bon, je ne conseille pas de partir en vacances avec une Mobility, plutôt de trouver une autre solution. Mais bref, pour dire que ça évite de devoir acheter un véhicule qui est surdimensionné pour l'usage de tous les jours. Ici, on pourra utiliser la taille de véhicule qui convient à son usage, de manière ponctuelle. Donc, il y a des systèmes d'abonnement d'essai et puis c'est une très bonne alternative pour autant qu'on habite dans une ville où il y en a. Par chance, dans l'Ouest lausannois, c'est très développé. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de points Mobility. Il y a aussi les P+R. Donc, P+R, c'est en fait des parkings relais. C'est intéressant si justement on habite à une distance importante parce qu'on est plutôt dans un milieu rural où il y a peu de transports en commun, la fréquence n'est pas bonne, mais on veut quand même prendre les transports en commun. Là, on peut se dire, en fait, on va sur le site web P+R, on cherche où sont ces parkings relais et on va à celui qui est le plus proche de chez soi et ensuite on utilise un transport en commun. L'avantage, c'est que du coup, c'est des parkings qui sont normalement faits pour être intéressants en termes de prix. Donc, on a ce prix-là, évidemment, que si on utilise, si on s'achète après un billet de transport en commun. Ce n'est pas un parking pour n'importe qui en tout temps. Et le prix moyen est entre 3 francs et 20 francs la journée. Et c'est souvent beaucoup moins cher que si on vient se parquer au centre-ville de n'importe quelle ville où on est plus proche des 2 francs l'heure. Ça, c'est très variable, mais bref. On n'aura jamais du 3 francs la journée. Pareil, ça tend à se développer. C'est des parkings qui servent justement à encourager les transports en commun. Et ils facilitent, maintenant tout est un peu centralisé sur ce fameux SwissPass dont je parlais, qui marche aussi avec la Mobility. Donc vous allez sur le site web, vous trouvez pas mal vous trouvez tous les parkings qui sont à proximité de vous. Il y a une application aussi pour annoncer même à l'avance, réserver son emplacement, être sûr et certain qu'il y ait de la place, pas se retrouver avec une mauvaise surprise. Bien entendu, le vélo et les transports en commun lorsque possible. Donc ça, je reviens ici exactement. Donc les transports publics, en Suisse, on a la chance d'avoir un réseau extrêmement dense, développé, ponctuel. Donc c'est vraiment pas le cas partout. Pour avoir fait un voyage en interrail, on se rend compte des disparités entre les pays. On a le site des CFF qui fonctionne très bien, qui nous donne justement les horaires, vraiment la cadence. On peut avoir les retards en temps réel. Et on peut avoir vraiment les différentes options ils vont eux-mêmes chercher s'il faut d'abord prendre tel train et puis tel bus ou s'il n'y a pas une autre option intéressante. Donc, on a la chance d'avoir cette plateforme-là qui est disponible. On a le site Chronotrains. Qu'est-ce que le site Chronotrains? Alors, je fais un petit... j'avance d'une slide. C'est intéressant si on veut justement voir où est-ce qu'on peut aller en une certaine durée de temps. Ça peut donner des idées de voyage, ça peut aussi donner une idée de où est-ce qu'on peut aller en 5 heures. Donc là, j'ai pris la gare de Lausanne et je peux voir que j'arrive en 5 heures jusqu'à Paris, mais du coup, je peux aussi aller jusqu'à Milan, et je peux aller jusqu'à Strasbourg. Donc après, on peut faire varier la durée, sauf erreur. On peut changer les gares aussi, on peut cliquer sur n'importe quel hub. Et ça donne aussi une information de finalement, peut-être cet endroit n'était pas si inaccessible. Il y a Trainline, alors parce qu'il y a un des réflexes aussi, c'est parfois de se dire mais c'est très compliqué de réserver des trains, pourquoi il n'y a pas un EasyJet du train? Avec vraiment ce qui se développe en ce moment, on a des équivalents. Trainline, pour moi, c'est un bon exemple. C'est comme les sites de réservation d'avion. On met d'où on part, où on va, on choisit quand on y va, l'heure de départ idéale, et après ça, il nous trouve les différents trains qui existent. Donc, et puis, quand on clique sur réserver, c'est automatique, ça va chercher le billet CFF plus le billet, par exemple, je sais pas, de la compagnie française SNCF. Donc, c'est pas, on doit aller sur chaque site, réserver chaque billet indépendamment. Donc, on est en train d'avoir vraiment une facilitation de ces moyens de réservation, ce qui peut être, du coup, un abaissement du frein initial qu'on pouvait avoir. Et Interrail, c'est maintenant, alors, Interrail, parfois, beaucoup de gens ont en tête que c'est que valable pour les jeunes. Pas du tout, c'est aussi valable pour les adultes. Il y a plusieurs forfaits qui existent. Donc, c'est quand on se déplace sur une période donnée, on va dire par exemple, sur un mois, j'ai droit à 5 jours de voyage.
et je peux faire quasiment tous les voyages que je veux. C'est le cas surtout des trains régionaux. Si on prend des trains TGV, donc des trains rapides, il va peut-être falloir faire une réservation de plus sur l'application Interrail. Ça facilite aussi grandement la vie. C'est pour se dire, si de toute façon, pendant mes vacances, j'ai décidé d'aller voir tel pays et tel pays, mais je ne veux pas me compliquer la tâche de savoir à quelle heure je vais prendre tel train, je veux plus de flexibilité. Interrail offre cette flexibilité. On a comme une sorte de forfait, on peut voyager dans le premier régio qui passe, et puis c'est inclus dans notre forfait. Les transports en commun, je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'explications dessus. Je voulais juste vous redonner pour après, vous-même, dans les slides, avoir de nouveau une petite carte du réseau. Si vous cliquez dessus, vous avez vraiment, vous retrouvez le site web où vous avez toutes les zones, tous les transports en commun de chaque zone Mobilis du canton de Vaud. Je voulais remettre un peu les prix. Pourquoi j'ai remis les prix? Pour faire le parallèle avec le prix de la voiture. Donc, si on n'a pas forcément besoin de sa voiture tout le temps et qu'on pourrait s'en séparer, et ben là, ça devient vraiment intéressant d'imaginer prendre des abonnements de ce style. Si on cumule une voiture plus un AG, ça peut faire très cher. Donc parfois, dans ce cas-là, on prend plutôt des abonnements de parcours ou des billets à l'unité. Mais si on veut se séparer d'une voiture et complètement remplacer par le train, par exemple, eh ben, l'AG adulte, on voit que c'est 3 860 francs. Donc plus bas que les 6 000 de frais fixes ou que les 10 000 de frais fixes plus frais annuels. Et avec l'AG CFF, on peut quand même prendre énormément de types de transports différents. Donc, ce n'est pas que les trains, c'est les transports en commun. On a certaines remontées mécaniques qui sont incluses dedans, donc c'est assez large. Et puis, j'ai mis aussi en regard le Grand Lausanne, donc les zones 11-12, celles pour lesquelles ça concerne le plus l'ouest lausannois, un peu les prix. Voilà, c'est plus pour information et à comparer comme ça plus facilement les prix. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Hop. Alors, petite question sur le vélo. Donc, normalement, on est censé avoir terminé dans 7 minutes. Je pense qu'on terminera d'ici 15 minutes. Je vais toujours un petit peu plus long, mais si vous êtes d'accord, on ne terminera pas trop tard. D'après vous, en moyenne, quelle part des trajets pendulaires était effectuée en vélo en Suisse en 2020? Donc, de nouveau, maison-travail. Est-ce que d'après vous, c'est 3% des trajets qui étaient effectués en vélo? Est-ce que c'était plutôt 7%? Ouais, une majorité ici. 10%, beaucoup moins de gens. 14%, une personne très optimiste. Alors, en ligne, on est sur du 7% majorité. N'hésitez pas à répondre. Hein. Il y a 4 personnes qui répondent. C'est pas très grave. 7%, c'est correct. On est... alors. Oui, parce qu'il faut que je revienne sur là. 7%. Il y a une petite faute d'orthographe, tiens, qui n'a pas été enlevée. 7%, donc c'est là où on voit qu'on a une grande marge de manœuvre. Je dis ça surtout aussi pour revenir au chiffre qui est qu'on a une moyenne de trajet pendulaire de 13,4 km. Si on les faisait, peut-être à l'époque, ça pouvait paraître un frein de les faire à vélo musculaire. Oui, ça pouvait être beaucoup. Maintenant, voilà, certains sont plus ou moins sportifs. Maintenant, avec l'arrivée des vélos électriques, on a quand même 13 km, c'est vraiment faisable sans transpirer rapidement avec une moyenne à 20 km/h sur tout le trajet, voire 25 si on est en turbo. Donc, on espère que cette part-là va augmenter puisque justement, on a cette distance de trajet pendulaire qui est très courte au final. Ah, ça marche pas. Donc, les vélos, très rapidement, il existe 4 grands types de vélos. On a les vélos musculaires, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie du tout, c'est à la force des muscles. Il y a les vélos électriques 25 km/h, les vélos électriques qui vont jusqu'à 45 km/h, qui nécessitent une plaque d'immatriculation et une assurance. Et de plus en plus de vélos cargo de tout type, donc qui permettent de transporter des enfants, mais aussi maintenant des bacs, des objets volumineux et lourds. Les avantages, les grands avantages du vélo, donc si on fait en moyenne 30 minutes de vélo par jour, on réduit pas mal le risque de maladie. Il y a un point intéressant d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'à vélo, potentiellement on attrape plus de particules fines et que ce serait plus dangereux pour la santé. Les études ont montré que c'était faux. C'est plus dans les voitures qu'on a des particules fines ou des oxydes d'azote parce qu'en fait, on concentre plus d'air
de l'air vicié dans l'habitacle de la voiture. Donc, on a quand même moins de particules fines quand on est à l'air libre en vélo. Après, c'est quand même toujours bien de se placer devant s'il y a des zones réservées pour ne pas être derrière les pots d'échappement. Ça améliore le système cardiovasculaire. On estime aussi que ça aide à pratiquer l'équilibre, donc c'est aussi intéressant pour maintenir son équilibre. On a moins de risques de chute quand on est plus âgé. C'est un remède contre la fatigue. On dit que, comme toute activité sportive, ça fait bouger le système, ça fait circuler le sang, et puis ça peut même mettre une réduction du stress et de l'anxiété, pour autant qu'on navigue peut-être pas dans des routes trop dangereuses. Ça favorise aussi la mémoire et la concentration. Alors, dans les vélos électriques, sans m'y attarder trop longtemps, il y a quelques critères auxquels on peut faire attention si vous envisagez l'achat d'un vélo électrique. Je ne sais pas que j'encourage l'usage des vélos électriques, c'est juste pour information. La capacité de la batterie, c'est un critère important. Il faut savoir, si vous voulez une règle de 3, que quand on vous propose une batterie, il y a plusieurs batteries. Il y a les 250 Wh, 500, 750, 800, 1000. Avec 500 Wh, on peut faire 50 km en mode turbo ou avec des montées. C'est-à-dire, si on utilise un mode éco ou qu'on n'est pas tout le temps dans des montées, on va pouvoir faire plus 60, 70 km. Mais au moins, avec 500 Wh, vous êtes sûr et certain de faire 50 km en toutes conditions, on va dire. C'est sûr et certain. Après, vous pouvez faire plus si vous faites de la descente ou des choses comme ça. C'est un petit ordre de grandeur. Il y a plusieurs aides. Donc, l'assistance électrique varie. Ça s'appelle la puissance de couple et c'est mesuré en newton-mètre, Nm. C'est surtout l'aide qu'on va ressentir au démarrage ou en côte. Elle varie entre 15 et 85. Mais il faut savoir que si vous avez un moteur dans le pédalier, par exemple de 75 newton-mètre, ou un moteur dans la roue arrière, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'avec une plus faible puissance de couple dans la roue arrière, vous serez équivalent à une puissance de couple plus élevée dans le pédalier. Dit autrement, l'assistance ici est plus puissante généralement dans la roue arrière, donc peut-être qu'avec 50 Nm, ce sera suffisant, alors que dans le pédalier, vous auriez eu besoin de 75 Nm. Voilà, donc ça dépend aussi de où est placé le moteur dans le vélo. Et puis, il faut tenir compte forcément de la capacité de transport. Qu'est-ce que vous voulez transporter sur vos sacoches ou autres, s'assurer que ça résiste bien au poids. Et le poids total du vélo. Forcément, plus il est lourd, plus il va utiliser de sa batterie rapidement et plus il sera problématique à pousser quand il n'aura plus de batterie. Donc, c'est intéressant à garder en tête. Et aussi un aparté, si vous êtes intéressé par utiliser de temps en temps des véhicules vélo cargo, mais que vous ne voulez pas en acheter parce que pareil, peut-être ce n'est pas utile pour tous les jours, il y a le système Car Vélo To Go qui existe, qui sont donc des vélos en disposition en free floating ou dans des stations fixes distribuées un peu partout dans l'Ouest lausannois. Il y en a notamment à Renan. Et ces vélos-là, donc pareil, on peut les utiliser avec abonnement, sans abonnement. Il y a une application qui permet de les déverrouiller, de payer facilement. Et c'est avantageux pour faire des... Parfois, on a besoin d'acheter 2-3 gros trucs à hobby. Et c'est intéressant de le tester sans véhicule à moteur, mais de le tester avec un vélo cargo. Se familiariser quand même 2-3 minutes avant avec la taille du véhicule, mais c'est vraiment un système intéressant. Donc, Car Vélo To Go, pour ceux qui se demandent où il y en a partout où il y a des points rouges. Donc ça, j'ai juste repris sur le site de Car Vélo To Go. Sur la région ici de l'Ouest lausannois, vous pouvez en trouver un. Et puis, sur l'application, vous savez s'il est réservé ou pas. Donc, vous n'avez non plus pas de mauvaise surprise en théorie. Publibike, un autre système, si on ne veut pas s'acheter un vélo musculaire ou électrique, il existe des vélos partagés. Donc, vraiment, en Suisse, c'est pas mal développé, ce qui est voiture partagée, vélo cargo partagé, vélo standard partagé. Pareil, on peut l'avoir avec abonnement, sans abonnement. Et il y a toutes ces stations de vélos qui sont réparties. Donc, j'ai fait un focus aussi plutôt sur l'Ouest lausannois, où on a ces vélos où on peut simplement le déverrouiller avec l'application, payer à l'utilisation et puis le remettre à une station. Donc ça, c'est aussi pour éviter de devoir chaque fois acheter. On ne doit pas toujours acheter des choses neuves. On peut aussi utiliser des réseaux de véhicules qui sont partagés. Et encore une autre option pour le vélo, vraiment, je vous donne comme ça plein d'alternatives, c'est la location de vélo. Peut-être vous vous dites, pendant un mois, même une connaissance vient, elle aurait besoin d'un vélo, mais on ne va pas lui acheter un vélo. Mais on aimerait qu'on l'ait tout le temps et pas devoir louer en Publibike. Il y a des magasins typiquement Recyclo
ils sont pas loin, ils sont plus vers prix, qui louent des vélos sur des durées de 1 mois à 1 an. Donc, vous pouvez simplement louer votre vélo et vous le rendez. Puis comme ça, vous n'avez pas dû en acheter un neuf. Et eux, ils s'occupent de l'entretien et autres. Et c'est valable pour des vélos standards ou électriques. Donc ça, c'est celui qui est assez proche ici. Mais si vous tapez location vélo longue durée, vous en trouverez beaucoup. J'ai mis parce que parfois, c'est des options auxquelles on ne pense pas. On pense tout de suite à « il me faut ce bien-là, je vais l'acheter, mais je n'ai pas l'argent ». Il y a d'autres solutions que de devoir acheter un objet neuf. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide-là parce qu'en fait, je voulais juste reparler des externalités positives du vélo, mais on l'a déjà vu à 2 reprises. Mais voilà, vous vous souvenez que ça apporte aussi des bienfaits. Je vais plutôt m'attarder sur ça, sur comment choisir, parce qu'on arrive à terme de la présentation et il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on choisit comment se déplacer. Alors pour moi, ça c'est un petit guide, si on veut, sur comment on va choisir la moyen de se déplacer. Parce qu'on a souvent une approche un peu binaire, noir-blanc, de ce type de véhicule est bien, celui-là n'est pas bien, et il n'y a pas d'entre-deux. Il y a quand même une considération à avoir. Pour l'avoir vécu personnellement au travail, on a parfois certaines personnes qui vont avoir un avis justifié, qui se disent en fait, c'est plus long le transport en commun que le véhicule personnel. Et c'est vrai, c'est souvent un peu plus long. Mais déjà, il faut se rendre compte du temps réel de parcours. On a souvent tendance à avoir un biais où on se dit « Ouais, alors quand tout va bien, je mets par exemple 15 minutes du point A au point B et j'en mets 30 en transport en commun. » Est-ce qu'on est tout le temps dans le cas idéal du 15 minutes du point A au point B? C'est déjà un premier point. On n'est souvent pas dans le cas idéal. Il y a souvent des travaux, il y a souvent peut-être des bouchons. Donc, il faut quand même repenser ça. Et il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait de ce temps où on conduit, justement. Est-ce qu'on est vraiment dans un temps libre ou un temps occupé? Ce n'est pas la même chose d'être 15 minutes occupé où on ne peut rien faire d'autre ou 30 minutes où on a potentiellement la liberté d'appeler quelqu'un, de lire un livre, d'écouter de la musique, peut-être de rédiger un mail sur son attel. Ce n'est pas la même chose en termes d'occupation du temps. Après, il y a l'impact CO2. Alors là, vous avez normalement énormément d'informations dans ce que je vous ai expliqué sur finalement, si vous voulez diminuer votre impact, quel est le moyen de transport le plus adapté, en tenant compte forcément de ces 3 cas, donc la production, l'utilisation et la fin de vie du véhicule, pour être sûr de ne pas faire un choix peut-être nocif. Il y a le coût par kilomètre. Coût par kilomètre, je vous ai mis 2-3 infos au fur et à mesure de la présentation. Vraiment, souvent, on a tendance à oublier le prix d'achat et on pense qu'au prix d'utilisation de tous les jours. Donc, on va peut-être comparer un véhicule thermique en comparant que le coût de l'essence et on va se dire ouais, c'est moins cher le coût de l'essence que d'avoir un abonnement de bus. Mais en fait, si on reprenait le coût de l'achat et le coût de maintenance et le coût, en fait, tous les coûts qu'on a vus qui sont dans le petit graphique du TCS, on va peut-être revoir sa vision des coûts par kilomètre. Donc, c'est intéressant aussi de l'avoir en tête. Et la résilience du mode de transport, je voulais terminer par ça. En fait, il y a aussi des modes de transport où on peut se dire, c'est valable aussi pour le véhicule électrique, mais comment est-ce que je fais si je n'ai pas forcément d'énergie à ce moment-là? Donc, je trouve que c'est assez à propos dans le sens où il y a peut-être des pénuries d'énergie, que ce soit l'approvisionnement en gaz, en mazout ou en électricité. Est-ce que mon mode de transport est résilient? C'est une question personnelle à se poser. Je trouve que c'est là où on voit que le vélo a toute sa force. C'est là où on peut se penser à quel poids on veut que son vélo électrique ait au cas où il n'y a pas forcément la possibilité de le recharger. C'est aussi intéressant de se demander, voilà, mon véhicule, si j'achète un nouveau véhicule thermique, est-ce que je suis sûr que le coût de l'essence sera toujours au même prix? Est-ce que je suis sûr que j'aurai toujours de l'essence? Pas sûr. Donc, pensez à la résilience du mode de transport en plus de tout ça pour les prochaines années, puisque un véhicule, on ne l'achète pas juste pour 2 minutes, on l'achète pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, après la pondération de chacun de ces critères est à faire en fonction de la sensibilité de chacun et chacune. Donc ça, c'est le graphique que j'avais promis de montrer à la fin. Voilà, un exemple, Genève-Oslo. Si on est dans une voiture tout seul, beaucoup plus impactant que l'avion, beaucoup plus impactant que le train. Maintenant, on varie le nombre de personnes. Ça a été fait de nouveau avec Mobitool. À partir de 2 personnes, par exemple pour le voyage mentionné, on est déjà un peu plus bas que l'avion. Après, ça dépend du véhicule, donc on peut refaire son test sur le calculateur. 3 personnes, encore plus bas, 4 personnes, 5 personnes, on se rapproche presque
du train. Donc voilà, plus on est nombreux, donc plus l'impact diminue par personne, c'est sûr. Et puis, voilà. Si vous aviez une question sur maintenant, vous dites, bah, mon prochain voyage, mes prochaines vacances, je veux aller quelque part, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Il existe ce site très intéressant qui s'appelle Rome to Rio, qui est gratuit, qui vous donne toutes les options. Là, c'était Lausanne-Stockholm. Vous pouvez avoir l'option, vous prenez le train puis l'avion, vous prenez seulement le train, vous prenez un bus, vous prenez la voiture, vous prenez la voiture plus le train. Donc, il donne des options dont on peut voir tous les détails, pourquoi il a fait tel choix. Et ça peut aider à forger un peu une idée sur combien de temps ça va prendre. Par exemple, si on fait tout en train, ok, peut-être ça va prendre 28 heures. Peut-être que si je fais tout en voiture, c'est 19 heures. Bon, c'est quand même déjà beaucoup moins. Donc, on va essayer de le faire, mais on va faire en partage de voiture. On va essayer de prendre des gens qui font du stop. Ou on va pas prendre l'avion sur tout le trajet. On va d'abord faire une grande partie en train et seulement l'avion sur la fin. Donc, ça donne vraiment plein d'options. Et du coup, ça peut vous aider à décider pour les vacances. Et enfin, ces slides-là, c'est comme la dernière fois sur l'alimentation. Ils sont assez denses. N'hésitez pas à les relire après. C'est quand même intéressant de les avoir ici. Il faut savoir que les communes de l'Ouest lausannois sont assez actives dans le domaine de la mobilité. Je commence par Écublanc, donc, qui est une des 4 communes qui a participé à l'élaboration de ces formations CO2. Il y a une forte participation au développement du tram lausannois. Il y a eu une inauguration de la passerelle de la Pierre au centre-ville qui permet du coup de favoriser la mobilité douce. Il y a la mise aux normes du Pont Rouge qui se fait actuellement. Il y a énormément d'axes qui sont passés à 30 km/h, qui a 2 avantages, c'est diminution du nombre d'accidents, mais aussi diminution du bruit. Donc ça, c'est assez intéressant. On a pu le mesurer, hein, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais la diminution du bruit est bien réelle. Il y a des stations mobility dont on a parlé avant, il y a des stations de recharge électrique, ils développent Carvelo2Go, Publibike, ça c'est commun quasiment à toutes les communes. Il y a des subventions intéressantes, il faut toujours aller voir sur vos sites communaux, pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici, il y a toujours une catégorie subventions, il y a toujours une partie subvention sur la mobilité, en tout cas dans les communes de l'Ouest lausannois, c'est souvent présent, pas partout pareil, mais ici on a cette chance. Du coup, il y a une participation aux véhicules électriques pour Écublanc, des cartes journalières CFF à prix réduit, des participations aux abonnements Mobilis. Pareil, il faut checker sur le site. Si on passe au suivant. Renan. Alors, Renan est en plus un cas particulier puisque c'est une gare d'importance cantonale qui fait partie de Léman 2030, qui est un grand programme d'amélioration du trafic ferroviaire de Suisse romande. Donc, il y a eu une énorme, on le voit en ce moment, des grands travaux sur le quartier de la gare, avec une amélioration pour des synergies circulation routière et piétonne. Il y a la rénovation des infrastructures. On a vu un nouveau pont, la passerelle rayon vert, construction d'un saut de mouton aussi pour éviter d'avoir des trains qui doivent se croiser, mais cette fois-ci peuvent passer l'un au-dessus de l'autre. Et ça va favoriser le trafic, fluidifier le trafic. Il y a l'arrivée du tram et du BHNS, donc ça, c'est 2 axes majeurs de mobilité. La ville aussi passe énormément de ses routes en zone 30. On se rend compte que c'est vraiment encourageant quand il y a des vélos, donc pour le partage de la route entre plusieurs usagers. C'est aussi intéressant pour les accidents et le bruit, comme on l'a dit avant. Il y a la mise en place du réseau vélo Carvelo2Go, pardon, et aussi des subventions. Alors, vous pourrez cliquer sur ce lien-là et vous verrez toute la liste. Et on a pareil pour Chavannes. Donc pareil, il y a aussi cette volonté de passer à des zones 30, il y a une végétalisation des espaces routiers, des contresens cyclables, c'est de plus en plus le cas. On voit que c'est possible à vélo de passer dans des routes qui sont à sens unique et c'est intéressant parce que ça favorise l'usage du vélo. Pareil pour les places mobility, Publibike, Carvelo2Go. Donc dans l'Ouest lausannois, pas d'excuses, vous pouvez utiliser ces options. En tout cas, testez-les au moins une fois. Beaucoup de fois, dans la majorité des cas, on peut les tester sans abonnement. Donc vous pouvez même faire le test sans abonnement. Et les subventions communales. Et il y a un plan de mobilité communale qui est en cours d'élaboration. Donc là, je pense que si vous avez des questions plus précises sur chacune de ces communes, les personnes qui seront les plus à même de vous répondre, ce seront les délégués et déléguées à la durabilité, à l'environnement ou les municipaux et municipales en charge de ce domaine. Déjà, la page de ces communes devrait vous donner pas mal d'informations. Mais c'est un Ouest lausannois qui est fortement en mouvement, qui encourage justement ce report modal.
Donc voilà, à retenir, privilégier les transports publics, le vélo, pour le travail, les visioconférences, réduire l'avion. Pour aller plus loin, la mobilité électrique peut être intéressante dans certains cas. Le covoiturage, si vous êtes obligé d'utiliser votre voiture. Si vous êtes vraiment obligé d'utiliser votre voiture, que vous êtes pratiquement seul, faites de l'éco-conduite. Il y a même un site web où vous pouvez taper éco-conduite et il vous rappelle toutes les règles, comment changer les rapports de vitesse et autres pour consommer moins d'essence. Ou si vous êtes obligé d'être en voiture, mais que vous pouvez rejoindre un transport public, utilisez les P+R. Réduire le nombre de kilomètres en transport individuel motorisé est l'impact le plus important que vous pouvez avoir sur votre bilan carbone, en plus de réduire l'avion. Et par défaut, du coup, augmenter la part de mobilité douce pour pouvoir vous déplacer. Voilà, ça, c'est les mêmes commentaires. C'est la partie compensation carbone dont on a parlé avant, donc je ne vais pas y revenir. Peut-être je fais un mini aparté que j'avais anticipé. Il n'y a pas forcément une question, mais j'en profite. Les avions à hydrogène, beaucoup de gens misent sur ça. Beaucoup de gens se disent, du coup, l'avion, ce n'est pas un problème si on en prend parce qu'il y aura une solution. Pas oublier que cette solution technologique n'existe pas encore, elle n'est pas mature. Elle nécessite de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène et elle peut créer un effet rebond. Donc, ce n'est pas encore une solution miracle. Et pour donner un exemple que je trouvais très pertinent, on peut voir qu'il y a une évolution des émissions de la combustion dans l'aviation. Donc, on est beaucoup plus efficace dans la quantité de carbone qu'on émet par kilomètre parcouru. Et pourtant, les émissions absolues liées à l'aviation ont quand même continué d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on utilise toujours plus l'avion. Donc, même si on a une technologie peut-être à hydrogène, si on utilise toujours plus l'avion et qu'il faut toujours plus d'hydrogène, on risque d'avoir quand même cet effet rebond. Donc, ça, c'est toujours important à garder en tête. Pour terminer, c'est l'avant-dernier slide. Il y a deux événements intéressants. En ce moment, il y a Cyclomania. Donc, c'est pour vous inciter, si vous voulez, c'est un peu une approche de gamification de l'utilisation du vélo où vous vous inscrivez sur votre distri. Et puis, c'est une application qui va suivre vos déplacements et vous pouvez gagner des points qui vous permettent d'avoir du matériel à prix réduit, par exemple, pour acheter un casque, un cadenas, pour aller à la piscine. Enfin, chaque commune ou distri a mis un peu en place ses différents prix. C'est gratuit pour y participer. Et il y aura un événement le 25 septembre qui s'appelle Cap sur l'Ouest, où il y aura notamment toute une balade à faire. Et ça peut vous permettre aussi de redécouvrir votre distri, votre quartier, en rejoignant à vélo ou en ressortant votre trottinette pour tester ces nouveaux axes. Là, j'ai mis des ressources si vous voulez aller consulter certaines des ressources que j'ai utilisées. Et je laisse maintenant la part aux questions avant de clôturer, voir si vous avez des questions. Ce n'est pas le cas. Je sais que c'était très clair, comme on dit souvent. Tant mieux. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, j'espère que vous aurez appris des choses. Il y a eu une question, c'est ça? Une petite question quand même en ligne que je récupère d'avant parce qu'elle était plus synchronisée avec les slides, donc je l'avais un petit peu zappé. Donc une question de Pierre-Luc. Comment chiffre-t-on les décès dus à la pollution des particules fines? Est-ce qu'on reprend le chiffre des décès dus aux maladies respiratoires, par exemple? Alors, je ne vais pas m'inventer expert de santé publique, donc je n'ai pas la réponse là. Je pourrais donner, c'est d'ailleurs le cas dans les notes en fait, des slides, il y a les sources. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un export des slides avec les notes. Et du coup, il y aura la source de cette étude qui a été faite par la Confédération. Et peut-être qu'il y aura une réponse à cette question sur comment ils ont pris en compte les décès liés aux particules fines. Je pense que c'est plus subtil que juste prendre les décès liés aux maladies respiratoires parce qu'il y a un pourcentage qui n'est pas forcément dû aux particules fines. Mais je n'ai pas la réponse à cette question, c'est trop technique dans la santé publique. Voilà. Voilà, et je reste sur cette phrase, j'aime bien. Le monde n'a pas besoin de quelques personnes qui font parfaitement les choses, mais de beaucoup de personnes qui font les choses bien. Merci beaucoup.